Eh bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'hôpital Saint-Louis pour une nouvelle conférence de l'association L'Humain au cœur du soin. Donc aujourd'hui sur le thème « Prendre soin de l'humain, un enjeu d'avenir pour le système de santé ». Donc aujourd'hui, nous accueillons 3 intervenants qui vont aborder 2 sujets différents. Mais comme vous le verrez, ce sont des sujets qui sont reliés par un point central. C'est une même philosophie que nous partageons avec l'association L'Humain au cœur du soin. C'est finalement de mettre en évidence le caractère essentiel de l'humain dans le soin. Et au travers des présentations très concrètes de terrain, des expériences des uns et des autres, ils illustreront que la dimension médico-technique du soin n'est qu'une dimension du soin et que finalement la dimension du lien humain, est réellement fondamentale dans le soin. Et que finalement tout un chacun est susceptible aussi de pourvoir à cette dimension et fournir du soin les uns vis-à-vis des autres. Francis Jubert, qui est membre de l'association L'Humain au cœur du soin, nous rapportera l'expérience de Voisins et Soins. Ce sont des intervenants, un accompagnement à domicile en fin de vie et qui mobilisent les voisins. Et c'est extrêmement intéressant d'identifier qu'en effet le soin, surtout en fin de vie, est avant tout un soin qui est un soin humain où la dimension technique est essentielle, mais elle n'est qu'une petite partie du soin. Par la suite, Christelle Lehmann et Mathieu Noszewski nous rapporteront l'expérience inspirée de l'expérience de soins infirmiers à domicile Burgsorg, valorisée dans le cadre d'une expérimentation Article 51, financée par le ministère de la Santé. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, tout est question de rencontre. Donc, avec Francis, nous nous sommes rencontrés via un collègue médecin qui était aussi, c'est Claude Mézel, qui était vraiment un grand défenseur de la médecine globale. Et puis le lien avec Christelle et Mathieu a été fait via le nom de leur association. Quand j'ai vu Soignons Humains, une association créée en 2016, j'ai contacté Guillaume Alsac, le cofondateur avec vous, parce qu'évidemment, ça résonnait complètement avec le titre du livre que nous venions de publier, un livre collectif qui s'appelait « Soigner l'humain ». Donc voilà, forcément, nous étions faits pour nous rencontrer. Et donc en fait, aujourd'hui, vous allez nous présenter les résultats très impressionnants de cette expérimentation. Une expérimentation donc, qui repose sur des soins infirmiers à domicile avec des petites équipes très autonomes et qui vont pouvoir intervenir finalement, en fonction des besoins des personnes. Et l'originalité de l'expérimentation, c'est celle d'avoir un financement au temps passé et non à l'acte. Et donc c'est ce qui change vraiment tout. Et finalement, ils l'expliqueront mieux que moi, mais cette expérimentation qu'il y a eu aux Pays-Bas et qui arrive ici montre un bénéfice aussi bien pour les patients, pour les professionnels qui se sentent plus épanouis avec du sens dans le travail, mais là où c'est vraiment aussi notable, c'est un véritable bénéfice pour le système de santé, puisqu'on observe, on va le revoir, une réduction des hospitalisations, réduction des durées d'hospitalisation, et donc une réduction des coûts. Donc finalement, ces expériences, finalement, comme celle de la PAS que nous avons aussi, ça montre bien qu'une approche centrée sur le patient, une approche qui valorise l'humain, c'est une approche qui aligne les intérêts des patients, des professionnels, de l'institution et de la collectivité. Voilà, finalement, l'humain, on va le revoir, est bénéfique à tous les points de vue, à tous les niveaux. Donc, nous allons partager ensemble les résultats très encourageants de ces expérimentations qui vont dans le sens de remettre l'humain au cœur du soin et de valoriser la dimension essentielle de l'humain dans le soin et les organisations de soins. Merci beaucoup. Donc, Francis, je te laisse la parole et te présenter l'expérience que vous avez menée. Je vais me présenter en même temps que je vais faire non pas une déclaration d'intérêt, mais d'abord une forme de reconnaissance, de dette vis-à-vis d'un certain nombre d'héritiers d'Hippocrate. Le premier d'entre eux, c'était le docteur Michel Salamagne, le professeur Lucien Israël,
Claire parlait tout à l'heure du Sherpa du professeur Godot, qui est le docteur Mézel, le professeur Laurent de Gauss, le professeur Olivier Streichen et bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, la présidente des Passes nationales et de l'humain au cœur des soins, Claire. Les livres qui m'ont inspiré, je pense que c'est aussi intéressant que je vous le dise, parce que c'est un peu comme ça que je me suis structuré par rapport à cette problématique des soins palliatifs. C'est un premier livre, c'était Les soins palliatifs, réflexions et pratiques, qui datait de 1993, qui était un livre collectif avec une préface du docteur Salamagne, déjà, et un texte lumineux de Patrick Vespiren. Le classique, c'est le livre d'Elisabeth Kubler-Ross, Accueillir la mort. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, puisque c'est à l'époque, je me disais, avant de réfléchir sur la mort elle-même, il faudrait peut-être réfléchir sur la douleur, et ça reste d'ailleurs un sujet d'une pleine actualité. Je me suis vraiment pénétré du rapport du Sénat de 1995, qui était Prendre en charge la douleur. Donc si vous le retrouvez à la bibliothèque du Sénat, ça vaut vraiment la peine de le lire, il est génial. Et puis un livre qui m'a vraiment énormément marqué, c'est le premier livre qu'on m'a mis entre les mains. Je débarquais à Curie, puis on me dit, si vous voulez comprendre un peu ce que nous faisons, il faut parler la mort. Je dis, attendez, parler la mort, c'était le livre de Léon Burdin, qui était un jésuite. Alors là aussi, c'est un livre formidable. Le titre est un petit peu particulier, mais en même temps, c'est une très très belle initiation à ce dont je vais vous parler. Alors quelques mots d'introduction pour vous dire ce que nos deux associations ont en commun et ce qui les distingue. Donc toutes les deux privilégient, alors vous me direz peut-être le contraire tout à l'heure, l'approche domiciliaire, donc qui est un mot qui qualifie ce qui se fait au domicile d'une personne, par opposition à ce qui se vit en établissement, en institution, à l'hôpital, puisque nous sommes ici. L'une et l'autre de nos associations portent des expérimentations de rupture. La médecine palliative, de ce point de vue, a toujours été un domaine d'expérimentation des méthodes de travail. C'est à elle que l'on doit l'entrée à l'hôpital de la société civile, et j'en parlerai beaucoup, de la philosophie, de l'intégration des familles de patients dans les projets de soins, ou encore l'interdisciplinarité en médecine. Et ces deux structures ont un rapport au temps spécifique, considérant que le temps qui permet d'entrer en relation a une vraie valeur et doit être valorisé. Ce qui les distingue, c'est que l'une bénéficie d'un portage article 51, et pas nous, on ne l'a pas sollicité pour l'instant, et que nous soyons focalisés sur un type de population, sur le soutien actif à domicile des seules personnes réputées patients palliatifs, côté patients palliatifs, en mobilisant principalement la société civile, les voisins, pour reprendre la terminologie de Claire. Pour moi, il y a deux choses importantes dans la vie. Il y a maintenant et l'heure de notre mort. Ces deux moments à ne pas rater et qui expliquent pour partie, 1, mon intérêt de philosophe praticien pour la médecine palliative, 2, mon engagement aux côtés des patients palliatifs, et 3, mon ambition. Mon ambition, c'est de contribuer à rendre supportables des situations de fin de vie qui sont insupportables. Alors, auprès des personnes qui vont mourir, j'ai en effet appris deux choses. D'une part, à vivre davantage au présent, au fil des jours blessés, en respectant chacune des étapes du mourir, du déni jusqu'à l'acceptation. D'autre part, à me rendre disponible pour chacune des personnes prises en soin, de telle manière qu'elles ne meurent pas seules, jusqu'aux derniers instants de la vie. Donc parmi les nombreux accompagnements à domicile de personnes en situation palliative que j'ai pu faire ces dernières années, deux situations m'ont particulièrement marqué. Celle de Gérald, 66 ans, que j'ai accompagné pendant 18 mois, et celle de Maxime, 34 ans, que j'ai accompagné pendant 4 mois seulement. Ces deux hommes étaient atteints de la maladie de Charcot. Bon, je ne vais quand même pas dire devant un public de médecins ce que c'est que la maladie de Charcot. C'est une sclérose latérale amyotrophique, qui est une paralysie progressive ascendante entraînant la mort par atteinte de la commande cérébrale, respiratoire, je veux dire. Donc Gérald a été projeté par la maladie dans une double précarité.
D'abord une précarité financière, ensuite une précarité relationnelle. Précarité financière d'abord, liée à sa décision de rester chez lui jusqu'au bout et à ses besoins croissants d'aide, conséquence de sa complète dépendance. Je dirais que les problèmes d'argent étaient chez lui cruciaux et ça le minait littéralement. C'était un facteur de stress important, malgré les 2 fonds FNAS fin de vie dont il a bénéficié, qui sont des aides substantielles, puisque on leur accorde pendant, en principe c'est maintenant une seule fois, 6 mois, et on alloue à la personne 19 000 euros, je veux dire, pas 199 000, 19 000 euros pour les fonds FNAS. Et comme il a eu l'indécence de ne pas mourir dans l'année qui a suivi, mais il est mort 18 mois après que nous ayons sollicité le premier fonds FNAS, qui a été renouvelé de manière déjà assez exceptionnelle, le service départemental des solidarités a accordé l'équivalent d'un 3e fonds FNAS. Ça veut dire quand même que la problématique des malades de Charcot, c'est quand même pas simple. Précarité relationnelle. Du fait de sa maladie invalidante et socialement dévastatrice, il a littéralement fait le vide autour de lui. Sa femme l'a quitté à l'annonce de sa maladie, et sa fille unique, étudiante, qui habitait avec lui, quand elle a appris et quand elle a vu la dégradation rapide de son père, elle a préféré quitter le domicile, trouvant la situation trop difficile à vivre. Donc nous avons été informés de la situation très particulière dans laquelle se trouvait Gérald par son auxiliaire de vie de l'époque, un certain Gildas, qui a pris contact avec nous par un réseau social de proximité qui est le réseau Nextdoor, sur lequel nous sommes présents et sur lequel j'ai affiché, comme sur d'autres réseaux, un numéro de permanence téléphonique que je tiens d'ailleurs, pour l'essentiel, aussi bien pour le 92 que pour le 78. Il se disait sans doute qu'en faisant appel à Voisins et Soins, il allait pouvoir se décharger sur des tiers, plus organisés que lui, d'une partie de ce poids de l'aidance qui pesait de plus en plus lourdement sur ses épaules. Le binôme Gérald-Gildas a pourtant bien fonctionné au départ, on se serait cru dans le film Les Intouchables. Mais ce que ne montre pas bien le film, c'est la suite de l'histoire. Lorsque la maladie, arrivée à un stade avancé, devient invalidante, trop lourde à accompagner, je souligne 3 fois, seul. La nuit, en effet, Gérald était seul. Il hurlait son angoisse. En journée, il avait des douleurs neuropathiques non équilibrées, des crampes, des fourmillements, des raideurs. Son médecin ne venait que très épisodiquement faire des visites à son domicile, jusqu'au jour où il a arrêté même de venir le voir, et c'est le médecin de Voisins et Soins qui a suppléé. De plus, ce médecin était peu formé à la prise en charge des symptômes d'inconfort et aux douleurs. Quant à l'auxiliaire de vie, il ne pouvait être là que la journée, quelques heures, et surtout pas la nuit, parce que c'était trop coûteux. Donc dans cette situation de maladie grave et de fin de vie, c'est une équipe de soignants spécialisés, de Voisins et Soins, l'HAD, avec l'IDE, la diététicienne, des kinés, et des bénévoles qui ont pris le relais de Gildas pour pouvoir entourer et soulager cette personne aussi bien que possible. Je dis bien aussi bien que possible. Je n'ai pas dit que c'était idéal, je dis aussi bien que possible. Cette équipe a d'emblée été frappée par 2 choses. L'isolement social et affectif de ce patient et sa détresse existentielle qui se manifestait par une anxiété majeure et un besoin relationnel intense. Dans le cas d'espèce, les bénévoles ont offert une présence et une relation d'aide que les soignants ne pouvaient entièrement satisfaire en raison des contraintes de temps auxquelles ils sont soumis ordinairement. Alors, je dis ça sous votre contrôle. C'est ce que confirmait le docteur Isabelle Marin. Je pourrais vous reciter ce qu'elle disait dans un de ses textes, qui est là, je vous redirai après, sur le temps technique et le temps dont on aurait besoin effectivement pour satisfaire les besoins de cet ordre. Pour tous les intervenants, soignants et bénévoles, l'investissement auprès de Gérald a été particulièrement important au regard de sa dépendance, mais aussi et surtout pour répondre à son angoisse psycho-existentielle, à sa détresse,
une détresse à mettre en lien avec les différentes, le mot est important, transitions liées à sa maladie, puisque tout ça, ça se passe dans le temps. Les transitions, c'est une détérioration croissante de son état de santé, 2, la progression rapide de ses incapacités, 3, les changements organisationnels pour rendre possible son maintien à domicile. Et ce n'est pas la moindre des difficultés. Les intervenants ont veillé à optimiser son maintien à domicile à partir de ce qu'il voulait vivre. Quel parcours de soins, quel projet de vie? La réponse de Gérald était toujours la même. Ne pas souffrir, rester à domicile, pas de transfert, pas de réanimation, pas d'intubation, pas de trachéo, pas de gastrostomie, une sédation profonde pour passer un cap avec réveil au décours. Et si la détresse devenait réfractaire, une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Les prescriptions étaient prêtes et cela le rassurait. Sur la toute fin de vie, Gérald avait défini l'aphonie comme critère de déclenchement de la SPCJD. Et il avait demandé, j'en étais le témoin parce que c'est lui qui m'a demandé de le rédiger, de le surrédiger, de modifier dans ce sens les directives anticipées. Comme il évoluait dans une ambivalence importante, nous avons écouté et accepté sa demande. Nous avons également travaillé des alternatives en cas d'aphonie, envisageant ensemble la commande d'un système Tobii Eye Tracker. Alors Maxime, l'autre malade atteint de SLA, lui, demandait les mêmes choses que Gérald, à peu près les mêmes choses. Mais contrairement à ce dernier, ses cordes vocales étant déjà quasi paralysées, il communiquait déjà avec nous via ce système. Donc j'ai pu vérifier que ça marchait effectivement très bien, même si ce n'est pas l'idéal, mais on a pu communiquer quasiment jusqu'au bout par mail, par le biais des commandes oculaires. Donc nous avons réussi à respecter le souhait de Gérald de pouvoir rester dans son appartement jusqu'au bout, sans avoir eu à déclencher le protocole. Gérald étant décédé au cours de son sommeil intermittent dans la nuit il y a tout juste un an. Donc le médecin et l'infirmière de Voisins et Soins, en liaison étroite avec l'HAD, ont pu travailler au soulagement des douleurs physiques neuropathiques de Gérald, ainsi qu'aux crises d'angoisse nocturnes. La dernière année, les angoisses persistantes, avec le concours de l'HAD, a été mise en place une sédation intermittente nocturne, avec bolus d'induction du sommeil pour que Gérald puisse bien dormir, et se réveiller au milieu de matinée pour profiter d'instants d'éveil et de relations amicales avec les bénévoles et les soignants de passage. Il faut reconnaître qu'en 18 mois de temps, on a eu le temps d'avoir des relations qui étaient devenues très, très étroites. Pendant 2 ans, en effet, nous avons cheminé avec Gérald, au gré de sa paralysie progressive, un chemin qui était parsemé de joie et de tristesse, de souffrance et de soulagement, de moments de tranquillité et d'angoisse, de sommeil profond et d'éveil relationnel, de questions matérielles, mais aussi de questions spirituelles. Si j'avais le temps, je vous raconterais dans le détail comment concrètement les bénévoles ont su rompre la solitude de Gérald en tissant avec lui des liens concrets, charnels, et à répondre à des questions du type de celle-ci. L'homme était cultivé, donc nous l'avons branché sur des podcasts d'histoire, de philosophie. Il aimait parler, se remémorer le bon temps. Il se posait beaucoup de questions, pensait avoir perdu sa dignité du fait, disait-il, de sa dégradation physique. Il était très soucieux de son apparence. Il craignait par-dessus tout le regard des autres. Sachant tout cela, ceux qui venaient le visiter et lui consacraient plusieurs après-midi par semaine s'intéressaient principalement à sa personne. Il recevait d'eux des soins relationnels qui, de mon point de vue, relèvent d'une véritable clinique de l'attention. Nous n'avons eu de cesse de réintroduire sa fille dans son intimité, de resserrer les liens entre le père et la fille, car in fine, c'était bien pour elle et pour elle seule
qu'il s'accrochait. Il voulait lui préparer un avenir, et pour cela Gérald se montrait prêt à repousser les limites qu'il s'était lui-même fixées. Il espérait secrètement vivre encore au moins une année de plus, voire guérir de sa maladie grâce à une nouvelle molécule. À l'inverse, Maxime, après un combat de plus de 8 années, voyant l'état d'épuisement de ses parents, notamment de sa maman, qui en venait à souhaiter devant lui sa mort, j'en étais témoin, voire qu'on la précipite, a préféré déposer les armes, abandonner la partie. Il avait tenu aussi longtemps dans l'espoir que ses parents cesseraient de se déchirer. Il s'est endormi lui aussi il y a quelques semaines dans la mort. Comme on peut le voir au travers de ces deux exemples, il s'opère à l'approche de la mort une inversion de la pyramide de Maslow, qui est la pyramide des besoins humains. Pour une personne en fin de vie, ce sont les besoins de sens, d'identité, d'appartenance, de compter pour l'autre et d'être aimé qui passent en premier lieu par rapport aux besoins du corps, du matériel, du physiologique. On comprend bien alors que si la compétence et l'écoute des soignants, le recours à la morphine, au midazolam, sont nécessaires pour venir à bout de la plupart des douleurs réfractaires, elles ne suffisent pas pour répondre aux besoins d'ordre philosophique, anthropologique, existentiel qui s'expriment à l'approche de la mort. 3 points pour conclure. Faire face à la complexité des situations palliatives nécessite l'installation d'équipes pluriprofessionnelles, un temps de staff et de coordination et une présence effective au chevet des malades. Deuxièmement, la précarité sociale nécessite la présence de bénévoles afin de recréer du lien et de redonner du sens, confère les mesures 7 et suivantes du rapport Chauvin vers un modèle français des soins d'accompagnement de la fin de vie. Enfin, on peut accompagner à domicile des situations les plus complexes et les demandes de mort les plus ambivalentes, à condition de faire travailler ensemble soignants et bénévoles suivant un modèle hybride qui maintenant a fait ses preuves. C'est celui que je pourrais développer, mais on n'a vraiment pas le temps dans ce contexte-là, qui est celui qui a été développé par Visitation Voisins et Soins. Donc on ne prend pas, par équipe, on ne prend pas davantage que 5 personnes en soutien actif pour 7 bénévoles, un temps médecin, un temps infirmier et un temps psychologue. Et dès qu'on a dépassé ces 5 personnes suivies en soutien actif, on recrée une nouvelle équipe, 5 personnes en soutien actif, une personne, un temps médecin, un temps infirmier, un temps psychologue, et c'est comme ça qu'on fonctionne et qu'on compte se démultiplier. Et à condition que tout ça vienne s'interfacer avec les médecins traitants autant que faire se peut, sauf s'ils démissionnent, mais on essaie en tout cas de les sensibiliser jusqu'au bout à ce qu'ils viennent et qu'ils restent présents auprès de leurs patients, avec le concours, si possible, de l'HAD, et en combinant la technicité, les gestes techniques des soignants et l'humanité qu'on retrouve bien sûr chez les soignants, mais aussi qui est celui qu'apporte la société civile. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est de nous donner les moyens de passer à l'échelle, comme a su le faire l'association Soignons Humains, avec l'expérimentation Équilibre portée par un article 51. Ses promoteurs vont nous parler des suites de ce projet. Je peux déjà dire que j'ai été très touchée d'écouter, d'entendre avec beaucoup d'attention ce que j'entendais là, de cette première partie de conférence. Alors, il y a un souci ? Parce qu'effectivement, évidemment, il y a plein de communs dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a envie de aussi peut-être... Oui, nous, chez Soignons Humains, on transforme le système de santé, on n'a pas peur de le dire. Maintenant, on est bien installé, on le dit confortablement et avec beaucoup d'humilité, évidemment. Mais on le fait, on est en train de le faire, on est en train de le réussir. Mais que tout ça, en fait, finalement, on ne transforme pas le métier. Alors nous, on est plus sur le sujet des infirmiers, mais en même temps, les infirmiers autour des patients, ils ne travaillent pas tout seuls, hein. Évidemment, on fait partie d'une équipe. Et moi, ce qui me touche, c'est en fait de voir à quel point parfois, et ça c'est juste, c'est pas du tout écarté de ce qu'on va se raconter, mais aujourd'hui, nous, chez Soignons Humains et dans le projet Équilibre qu'on va vous expliquer, on a un enjeu à travailler avec les services de la CNAM, le ministère de la Santé. Et là, on se rend compte que, ok, on n'est pas en train de rêver, c'est pas un monde
surréaliste et surnaturel, mais qu'il y a quand même beaucoup de travail parce qu'eux-mêmes pensent qu'on transforme le métier d'infirmier. Mais en fait, on ne le transforme pas du tout. Et ce qu'on fait avec les infirmiers, je pense que ce serait tout à fait évidemment envisageable aussi avec n'importe quel autre professionnel de santé médical ou paramédical. En fait, on permet juste à l'infirmier finalement d'exercer le métier qu'il a choisi. Tout simplement, voilà. Donc, et ça fait vraiment du sens et le lien avec ce que Voisins et Soins et puis Visitatio vous initiez. Donc moi, juste pour me présenter très rapidement, donc je m'appelle Christelle Lemans, j'ai 53 ans et je suis infirmière de formation depuis 32 ans, un peu plus de 32 ans. Donc moi, j'ai fait dans ma carrière de la réa du SMUR, j'ai fait du privé, secteur privé, structure publique, hospitalière aussi. Et puis j'ai eu l'opportunité, il y a pas mal d'années, de m'installer comme infirmière libérale à domicile. Et donc à l'époque, il y a plus de 25 ans, ce n'était pas du tout le domicile d'aujourd'hui, hein, ça se résumait à 3 soins, piqûre, pansement, toilette. Et donc voilà, j'ai été passionnée de ce métier avec mon cœur, mes tripes, mes valeurs et en tout cas ma vision du soin en essayant d'accompagner les patients. Je pense qu'il y a quand même du point commun avec ce qu'on fait aujourd'hui hein, dans Soignons Humains et Équilibre. Et ce métier qui me passionnait, je pense que si mon corps ne m'avait pas fait comprendre qu'il fallait peut-être que j'arrête, je serais même peut-être plus là aujourd'hui pour vous en parler en vrai. Et voilà, donc tout va très bien aujourd'hui et j'avais certainement autre chose à faire ailleurs. C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui avec Mathieu. Et puis donc je suis allée accompagner des étudiants infirmiers pendant quelques années. J'ai fait l'école des cadres. Et puis ensuite, en sortant de l'école des cadres, j'ai rencontré quelques fous furieux. Voilà, on n'était pas très nombreux, mais qui avaient envie, sur un certain nombre de constats, finalement, de se dire il y a peut-être quelque chose à faire pour redonner du sens, du pouvoir d'agir, et peut-être remettre le métier, les patients au cœur du soin. Je pense que c'est un peu, et surtout de l'humain au cœur de tout ça. Je pense que c'est le sujet pour lequel on se rencontre aujourd'hui. Donc voilà, je vais passer la parole à Mathieu qui va se présenter, puis on va vous raconter pourquoi on est là. Hein. Bonjour, merci pour votre présence. Je suis Mathieu Noszewski. J'aime bien dire que je suis infirmier de cœur, même si aujourd'hui c'est plus ma pratique au quotidien. C'est vraiment quelque chose que je porte en moi. J'ai été également cadre de santé et dans ma carrière, moi, je suis content de revenir là sur celui-là parce que j'ai pratiqué à l'hôpital public dans les Hauts-de-France pendant plusieurs années. Et puis j'ai pratiqué en soins palliatifs. J'ai mené notamment, après avoir exercé plusieurs années en gérontologie et gériatrie, j'ai mené une expérimentation pour les soins palliatifs dans le contexte médico-social et à domicile pour les personnes relevant de la gériatrie pour éviter qu'elles soient hospitalisées n'importe comment sur un service d'urgence alors qu'on pouvait les maintenir dans leur lieu de vie. Et dans le cadre de cet exercice-là, je n'étais pas du tout diplômé cadre, mais on m'a confié en fait finalement la coordination de ce projet, de cette expérimentation, et puis on m'a confié la coordination d'un service de soins palliatifs gériatriques. Et je n'avais pas toutes les formations de management, de cadre, le diplôme que j'ai passé après. Et à ce moment-là, j'ai essayé de me poser la question, mais de quoi ont vraiment besoin les patients qui viennent dans ce service et de quoi ont besoin les professionnels qui vont être avec moi, autour de moi et auprès de ces patients pour bien travailler. Et c'est les questions que j'ai posées, que je suis allé chercher auprès de tous ceux qui avaient de l'expérience aussi dans ce domaine. Et puis avec une collègue, on a monté cette équipe, ça fonctionnait très très bien. J'avais des soignants très heureux, on avait des patients qu'on accompagnait soit dans des étapes de leur cursus d'une maladie évolutive, parce qu'on ne meurt pas forcément dans un service de soins palliatifs, soit jusqu'à l'étape ultime de la vie, et avec vraiment des beaux résultats, à la fois sur le plan humain, sur le plan soignant, et puis aussi sur le plan économique. Nos budgets étaient à l'équilibre avec les fonds qu'on avait. Et puis un beau jour, je ne sais pas pourquoi, il y a eu des changements dans l'hôpital, une nouvelle direction des soins, et qui m'a dit que le service posait problème parce qu'il ne fonctionnait pas comme les autres. J'avais un service où j'avais donné beaucoup d'autonomie à mes collègues soignants. J'avais un service où j'avais milité pour que les ASH, les personnes qui s'occupent du ménage, de l'entretien, puissent assister aux réunions d'équipe. Parce que pour moi, c'était important. Je pense qu'elles entendaient beaucoup de choses et elles participaient aussi à l'accompagnement des patients. Et finalement, tout ça s'est arrêté un petit peu rapidement avec l'instauration de cette nouvelle direction des soins et la mise en place pour l'équipe d'un cadre de santé diplômé. Donc très vite, là où il y avait de l'autonomie pour les équipes sur leur planning, à faire leur planning, de l'autonomie pour gérer les réunions, on a vu les choses changer. Je pense qu'un des axes majeurs, c'était de voir le planning à nouveau enfermé derrière
une armoire à glace, un peu là, une armoire à vide transparente. Et puis j'ai vu toute l'équipe partir. Et j'ai vu aussi commencer à poindre quelque chose qui était trop difficile pour moi, c'était de voir que la qualité et l'éthique du soin qu'on portait, elle était malmenée par ce nouveau management. Et ça, pour moi, c'était intolérable. Et du coup, je suis parti. Je suis parti enseigner aux étudiants plusieurs années ma vision du soin, le care, ma vision de l'accompagnement humain. Et puis, malheureusement, dans cet accompagnement aussi, j'ai vu que les étudiants me disaient « Mais en fait, ce que vous nous enseignez à l'IFSI, c'est beau. Ce que vous nous montrez comme éthique du soin, c'est beau, mais le problème, c'est qu'en fait, le métier que je découvre sur le terrain, c'est pas celui-là. C'est pas celui que je peux pratiquer, et la vision où je voudrais prendre le temps avec les gens, ce n'est pas celle que je peux pratiquer. » Je vais à l'école des cadres. Entre-temps, j'avais rencontré Christelle, on a travaillé dans le même institut, on formait une super équipe, on s'entendait bien, puis on avait la même vision de soins, d'accompagnement, de pédagogie. Et à l'école des cadres, même chose, je me frotte à cette vision qui me dit « mais en fait, on n'est pas là pour vous former sur l'accompagnement du soin, on est là pour faire de vous des managers de santé ». Et donc on nous explique très bien quelles sont les techniques de management, on nous reparle du Fordisme, du Taylorisme, on nous explique pendant 2 jours en séminaire comment recadrer son équipe en cas de problème. J'ai une témoin qui peut dire qu'elle fait la même école, 1 an de différence et que le même cours. Et moi, ça me choquait, je me disais, mais mince, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à qu'est-ce qui fait le sens, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on évite d'arriver à du recadrage d'équipe. Et puis au retour, je me suis dit, après cette école cadre, je me suis dit, mais en fait, ça ne sert à rien d'enseigner aux étudiants dans un système où ils ne vont pas pouvoir faire ce métier avec les valeurs qu'ils ont en eux. Comment aller transformer les choses sur le terrain. Et puis à ce moment-là, avec Christelle, on avait été mis, elle un peu plus tôt que moi, mais moi juste après, en contact avec un monsieur qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui s'appelle Guillaume Alsac, qui est un ingénieur polytechnicien et qui avait entendu parler d'une approche de soins innovante en Hollande qui s'appelait Buurtzorg. Et puis avec du coup ces quelques fous furieux, comme disait Christelle, on a décidé de fonder une association qui s'appelle toujours Soignons Humains, avec l'enjeu de dire on va repenser la santé par l'humain. Alors il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est volontaire. Non. On a fait un petit jeu de mots pour les soignants. Et puis on s'est dit avec Soignons Humains, notre enjeu, en fait ce qu'on aimerait, c'est que tout le monde puisse retrouver un réalignement d'intérêt et de sens. D'abord, du coup, les patients, les aidants. On aime bien parler aussi des citoyens parce que pour nous, la santé ne concerne pas que les personnes malades, ça nous concerne tout à chacun d'abord en tant que citoyen. Retrouver un réalignement d'intérêt pour les soignants, parce qu'avec l'expérience qu'on avait avec Christelle, de voir en fait dès l'initiation de la formation jusqu'à la sortie de la formation, jusqu'à la pratique professionnelle, de voir nos collègues s'épuiser, ça nous posait question. Et puis de retrouver un réalignement d'intérêt pour la santé publique, pour l'État, les financeurs, de se dire mais en fait il y a moyen de travailler autrement et de faire que ça soit efficient sur des indicateurs qualité, sur de l'économie. C'était notre conviction. Et du coup, on a monté Soignons Humains. Et Soignons Humains, aujourd'hui, c'est une association loi 1901. On aime bien se définir comme une ONG. Parce qu'en fait, on ne cherche pas à garder pour nous ce qu'on a découvert et ce qu'on fait. On cherche à le partager. C'est ce qui s'est passé avec nous grâce à Buurtzorg. Peut-être je te laisse présenter ou je continue. Je continue. Ma voix qui déraille un peu. Tu perds ta voix. J'interagirai entre deux. En fait, on avait entendu parler avec Soignons Humains, je vous disais, de Buurtzorg. Et aujourd'hui, Soignons Humains, on est en partenariat privilégié avec Buurtzorg. Buurtzorg, ça veut justement dire soins de proximité, soins de quartier. Ça fera du lien avec l'intervention précédente. Et Buurtzorg, c'est un infirmier qui s'appelle Jos de Blok, qui, il y a plus de... Maintenant, on est à presque 17 ans, en 2006. 2006, 17 ans. On a passé les 17 ans. Eh bien, aux Pays-Bas, il vivait ce qu'on vit en France sur le plan de la santé. Un contexte où la santé devenait finalement très entrepreneuriale. Un contexte où les soignants, on les affectait à des tâches très précises, notamment sur le contexte du soin à domicile. Vous aviez des infirmiers dédiés au nursing, des infirmiers dédiés au traitement injectable, au pansement. Et les personnes en fait se retrouvaient à domicile à voir à un moment donné sur 2 semaines jusqu'à 30 ou 40 professionnels différents suivant les soins qu'elles avaient. En fait, à ce moment-là, aux Pays-Bas, ils ont pensé que pour trouver la solution au problème du soin et pour en faire toujours plus, et comme le disait Mathieu, arriver à une forme d'industrialisation du soin, en fait, les patients appelaient des plateformes
sur lesquels voilà, il disait j'ai besoin d'un pansement, j'ai besoin d'une injection. Et puis en fait, donc c'était une personne qui répondait au téléphone et qui constituait une liste de soins qu'elle transmettait à l'infirmier. Et donc l'infirmier ne connaissait rien des patients, ne savait rien. On lui disait voilà ta liste de tâches, sur coup tu vas le faire, tu vas te dépêcher, parce qu'il faut rentrer des sous dans les caisses. Tu ne sais pas pourquoi tu y vas, mais tu y vas. En fait, c'était ça. Et évidemment que, loin de là, d'imaginer que, donc, eux, leur croyance profonde à ce moment-là, c'était qu'en démultipliant les tâches, ils seraient plus efficients. Donc, comme le disait Mathieu, une personne à domicile voilà, qui avait besoin d'accompagnement et qui avait besoin de plein de choses, eh bien, c'était une personne pour faire le ménage, une personne pour faire la vaisselle, une personne pour faire le repas, une personne pour faire le lit, une personne pour faire le pansement, une personne pour la toilette, ce qui fait qu'en 15 jours de temps, la personne, elle voyait presque 40 personnes. Et là-dedans, Jos de Blok, qui était un infirmier, qui avait fait pas mal de santé publique, de l'humanitaire, il avait un diplôme d'économie aussi. Lui, il était manager de maisons de santé qui s'occupaient de tous ces professionnels. Puis en fait, il a fait un burn-out. Et pendant son burn-out, il s'est dit, mais je vais arrêter ce métier, puisque là où ce métier, je le faisais aussi pour vivre une relation profonde et un accompagnement en santé, c'est plus faisable de faire ça aujourd'hui. Et finalement, il s'est dit, mais en fait, mon métier, je l'aime bien. Je suis efficace dans mon métier. Le problème, c'est que le cadre qu'on me met ne me permet pas de le pratiquer correctement et de le pratiquer comme je le vois. Et donc, il allait proposer aux assurances de santé, qui sont l'équivalent de nos caisses primaires d'assurance maladie ou de notre assurance maladie chez nous en France, à 2 assurances de dire, écoutez, laissez-moi proposer un nouveau modèle d'innovation en santé qui va en fait, que je veux expérimenter. Et pour ça, je vais vous demander une chose, ne me mettez pas de la complexité administrative. Je vais travailler d'abord avec 4 collègues infirmiers. On veut juste avoir l'appui pour ce qu'on n'a pas à gérer, c'est-à-dire les contrats, la comptabilité, l'informatique. Donc il a demandé à sa femme de gérer ça, qui avait ces compétences-là, et puis il a demandé du coup à un ami à lui, à son meilleur ami qui était informaticien, de lui monter un logiciel de soins qui corresponde aux besoins que pouvaient avoir des soignants. Et puis il a inventé, avec un institut là-bas qui s'appelle l'Institut IVS, une modalité qui s'appelle l'auto-organisation en santé. L'auto-organisation en santé, c'est redonner de la simplicité, du pouvoir d'agir aux soignants pour tout ce qui les concerne et ne pas démultiplier des strates hiérarchiques et des strates administratives au-dessus d'eux. On pourrait rentrer dans le détail, mais ce n'est pas trop l'objet de l'intervention. Et son principe, ça a été de dire juste laisser les soignants travailler en s'organisant en fait. Et vous verrez que ça marche, et je vais vous montrer en fait que même sur le plan de l'efficience économique, de l'efficience de la qualité de soins, de l'accompagnement, on va y gagner. Et puis Jos, sa croyance, c'était de se dire en fait, il faut permettre aux gens à domicile de vivre la vie la plus riche humainement parlant, la plus autonome possible et le plus longtemps possible. Et mon rôle en tant qu'infirmier, et avec mon équipe d'infirmiers et d'infirmières de quartier, c'est de faire ça. C'est de faire que je puisse me rendre le plus rapidement possible inutile pour ceux qui sont capables de pouvoir retrouver ou de maintenir de l'autonomie ou pour qui on peut mettre autour d'eux un réseau, par exemple avec le voisinage, c'est quelque chose qui mobilise beaucoup là-bas, qui permettent à ces personnes de vivre cette raison d'être. Et ça, il le met en place et au bout d'1 an, en fait, ils étaient 8. Il est interpellé par les assurances là-bas qui disent « mais on est interpellé parce qu'en fait, on a regardé vos chiffres. Et en fait, si on compare vos patients par rapport aux autres patients qui sont suivis par le système traditionnel, vos patients vont mieux et vos patients nous coûtent moins cher en tant qu'assurance de santé. » Et ils sont nettement en meilleur état de santé que les autres. Et puis cette petite histoire de 8 infirmiers, aujourd'hui c'est plus de 15 000 infirmiers. On a presque 1000 équipes aux Pays-Bas. Et Buurtzorg est devenue une des plus grosses organisations d'accompagnement en soins infirmiers. Puis ils ont commencé sur leur modèle de l'auto-organisation à le mener en soins de suite et de réadaptation, en santé mentale, sur ce qu'ils appellent des hospices, mais ça n'a rien à voir avec l'hospice qu'on a chez nous. Ce sont des maisons en fait, d'accompagnement à la fin de vie pour les personnes âgées, mais très âgées, qui vont être finalement dans une phase de fin de vie et de soins palliatifs, avec ce même modèle de l'auto-organisation. Et puis, les mesures qui ont été faites par des cabinets d'évaluation ont prouvé que ce modèle-là, en fait, retardait les entrées en institution, diminuer le passage aux urgences, diminuer la consommation de certaines thérapeutiques sur des maladies chroniques, sur la santé mentale, et puis en fait, au final,
un accompagnement par des équipes qui ont cette approche-là, au système de santé hollandais, ça coûtait 25 à 30% moins cher qu'un accompagnement traditionnel démultiplié. Si, c'est vrai. Et la Hollande, en fait, la Hollande, du coup, a changé son système sur le soin à domicile suite à cette inspiration. Aujourd'hui, tous les soins à domicile ne sont plus facturés à l'acte. Ils avaient une codification d'actes. Ils sont facturés à ce qu'avait demandé IOS. Mais il dit, pour que ça soit simple, il avait dit ça aux assurances, vous allez me payer non pas à l'acte, non pas à la démultiplication, mais vous allez me payer au temps passé réel auprès des patients. Et laissez-moi mener le projet de soins auprès de ces patients et je vous montrerai que ça marche. Et de 8 à 15 000, ça marche toujours à un point tel qu'au-delà de Buurtzorg, toutes les organisations qui font du soin à domicile, et maintenant même ils ouvrent ça sur de la pratique pluridisciplinaire, eh bien ils sont payés au temps passé. Il n'y a plus de codification d'actes pour le soin à domicile aux Pays-Bas. Et Jos, il avait une grande croyance, c'était de dire en fait finalement tout doit passer d'abord par la relation. Il faut des bonnes relations avec le patient, avec sa famille, des bonnes relations en équipe. Et il faut regarder la santé, non pas sur l'acte, il faut regarder la santé d'un point de vue social et holistique. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je passe quelques diapos. On est arrivé à cette inspiration-là et on fonde Soignons Humains en 2016, basé sur cette inspiration-là. Et puis là, je passe le micro peut-être à Christelle. Prendre un peu pour te laisser respirer quand même. Donc voilà, là je reboucle les quelques fous furieux qui se rassemblent autour d'un café, parce qu'aux Pays-Bas, ça commence aussi toujours beaucoup autour d'un café ou un verre de vin blanc. Nous, on a fait pareil. Et on s'est mis à imaginer qu'on pouvait peut-être essayer de s'inspirer de Buurtzorg pour pouvoir... mettre en place une certaine forme de changement, on va dire, ou plutôt de réinstauration, comme je disais tout à l'heure, de ce pourquoi on avait choisi tous nos métiers. Et donc on fonde cette association, on est en juillet 2016, et on commence à faire quelques petites conférences d'information sur le modèle Buurtzorg. Et puis là, très vite, on avait pas mal de monde qui venait nous écouter, et très vite, surtout, on a des infirmiers qui étaient présents dans la salle et qui sont venus nous voir à la fin de la conférence en disant « mais moi, c'est comme pour ça que j'ai choisi ce métier, c'est comme ça que je veux travailler, donc qu'est-ce qu'il faut faire, comment je peux faire pour créer une équipe ?» Et puis donc, on a eu un premier petit niveau d'expérimentation, on peut le dire comme ça, avec donc des infirmiers qu'on a accompagnés, puisque en auto-organisation, c'est les infirmiers qui ont tout fait de A à Z, c'est-à-dire ils ont cherché leur local, ils ont fait leur étude de territoire, ils sont allés rencontrer tout le monde pour voir si là où ils souhaitaient s'installer pour l'équipe, c'était possible. Et puis pour la faire très courte, parce que finalement ce qui nous intéresse le plus, c'est à quoi on en est arrivé aujourd'hui dans Équilibre, cette expérimentation article 51, là pour le coup, oui c'est vrai, eh bien on s'est rendu compte très très vite qu'on redonnait du pouvoir d'agir aux infirmiers. Les infirmiers étaient heureux dans leur travail, la qualité de vie exprimée et ressentie était nettement supérieure. Les patients étaient aussi très satisfaits de la qualité des soins, les aidants également se sentaient soutenus. Sauf que, vous connaissez probablement un peu le système quand même en France pour les soins à domicile, on a rencontré un frein majeur qui était celui de la tarification des soins sur la base de la nomenclature des actes de la sécurité sociale, qui est absolument d'une complexité incomparable, puisque les infirmiers ont la nomenclature la plus complexe en France. Il y a plus de 100 actes sur la nomenclature. Et puis très injuste, absolument non reconnaissante du travail effectué pour les infirmiers. Parce que juste pour la petite histoire, c'est important de l'avoir en tête, une infirmière à domicile, quand elle fait plusieurs soins, elle va facturer le premier soin plus la moitié du deuxième. Tout le reste, c'est gratuit. C'est le Black Friday toute l'année chez les infirmières libérales. Voilà, les soldes. Et puis, quand l'infirmière va accompagner un patient en faisant des soins de nursing, accompagnement sur la toilette, etc., eh bien, elle ne peut rien compter d'autre. C'est-à-dire qu'une toilette, pour la sécurité sociale, il y a deux cotations. Il y a une cotation qui équivaut à peu près à 30 minutes de travail et une cotation qui correspond à peu près à 1 heure de travail. Donc 1 heure auprès du patient. Si vous avez un patient, vous allez vite le comprendre, pluripathologique, qui a un contexte de pathologie compliqué, qui plus est, et là on ne parle même pas de toutes les autres dimensions du patient, on n'est que sur le soin là, eh bien ça veut dire que forcément on se retrouve dans des situations où, et on n'est pas du tout là pour juger ça, nous on a juste fait ce constat, chacun doit pouvoir faire son métier comme il a envie de le faire, eh bien ça fait qu'il y a des tas de patients qui ne trouvent pas de solution à leurs besoins.
et que les infirmiers choisissent finalement, parce qu'eux aussi ont un enjeu de rentabilité, de gagner leur vie, payer leurs charges et faire tourner aussi leur boutique. Donc ça fait que tout ça, y a des patients qui se retrouvent sans solution. La seule solution, c'est l'hôpital, qui est déjà en train d'exploser, qui a même explosé depuis longtemps, je pense, qui est surchargé, ou alors l'institution. Donc on s'est dit, bon, ok, il va falloir qu'on trouve une solution quand même pour essayer, parce que ça marche bien, mais il y a quand même ce frein. Et là, peut-être qu'on a eu une petite lumière voilà, bienveillante quelque part, voilà, une concordance des temps. Et à ce moment-là, le ministère de la Santé a proposé un appel à projet dans le cadre de l'article 51. Alors l'article 51, je ne sais pas si ça va à peu près pour tout le monde. L'article 51, pour faire très bref, c'est une modalité. Le grand porteur de l'article 51 au départ, c'est notre ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, qui l'a porté à l'Assemblée nationale. C'était très important pour lui de pouvoir permettre aux professionnels de terrain d'expérimenter, de proposer finalement, d'avoir une modalité qui leur permette d'innover dans les soins, pas tant dans le modèle seulement, donc le modèle de soins pouvait être proposé, mais aussi dans la manière de facturer les soins. Donc là, vous avez compris un petit peu la suite. Avant que je repasse le micro à Mathieu, on s'est dit, non mais là, c'est un don du ciel, cet article 51. On va proposer notre inspiration Buurtzorg, et puis on va proposer d'aller peut-être à une échelle un peu plus méta, expérimenter ce modèle. Donc là, on est en 2018, on commence à travailler le sujet, on a beaucoup travaillé, pas beaucoup dormi, mais ça vaut le coup. Et puis, donc, on décroche, pour faire simple, cette expérimentation dans le cadre de l'article 51 qui s'appelle Équilibre, qui veut dire équipe d'infirmières libres, responsables et solidaires. Donc, c'est une expérimentation, puisque là, Mathieu va vous l'expliquer, on est sorti de ce cadre expérimental maintenant, et on va vous raconter là où on en est. Donc cette expérimentation a pu être déroulée sur 3 régions en France, donc dans les Hauts-de-France, l'Île-de-France et l'Occitanie. Et elle s'adressait donc aux infirmiers, donc peu importe, nous il n'y avait pas de sujet, libéral, centre de soins infirmiers salariés. Donc on a aujourd'hui à peu près 170-180 infirmiers qui expérimentaient Équilibre jusqu'à il y a peu, sur ce que Mathieu va vous expliquer, donc cette expérimentation qui repose sur un certain nombre de piliers, et puis du coup on va vous expliquer un petit peu la suite et où on en est aujourd'hui. Voilà. Puis en fait, pour changer un petit peu de notre voix, on vous propose de pouvoir regarder en fait deux courts clips qui vont expliquer finalement un petit peu tout ce que représente Équilibre. Un premier clip qui présente l'histoire d'une infirmière et d'une patiente un petit peu dans un petit format animé, et puis ensuite un deuxième clip qu'on vous mettra qui explique un peu les piliers d'Équilibre. Claudine a 80 ans et elle est diabétique. Son état de santé nécessite l'intervention régulière d'une infirmière à domicile. Chaque jour, Jeanne, infirmière libérale, passe pour lui administrer une piqûre d'insuline. Pour son travail, elle est rémunérée à l'acte. Jeanne court ainsi d'un patient à l'autre pour réaliser les différents actes de soins. Elle a le sentiment de ne pas être reconnue dans son métier, car elle aimerait répondre aux besoins de santé de Claudine et mieux vivre son travail. Avec Équilibre, Jeanne n'est plus rémunérée à l'acte, mais au temps passé en présence de Claudine. Cette approche lui permet de prendre le temps nécessaire avec elle et son aidant pour une prise en soin globale. Cette proximité permet aussi une meilleure coordination avec le médecin traitant et les auxiliaires de vie, et à Claudine de sortir de l'isolement. On pourrait croire que ce système coûte plus cher à la sécurité sociale. Mais c'est le contraire, car comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Le temps passé et le lien créé avec Claudine et son aidant permettent d'anticiper certaines complications et d'éviter d'éventuelles hospitalisations. De plus, l'approche Équilibre incite Claudine à davantage d'autonomie. Si elle est capable de réaliser elle-même sa piqûre d'insuline, l'infirmière n'a plus besoin de passer tous les jours. Une économie de plus pour la sécurité sociale. En conclusion, Équilibre permet aux infirmiers de garder du sens dans leur métier, aux patients de rester plus longtemps autonomes à domicile et au système de santé de faire des économies sur le long terme. Pour en savoir plus, rendez-vous sur soignonshumains.com. On va transformer le système de santé. On a 180 infirmiers dans le projet et c'est eux qui le disent, il n'y en a aucun qui pourra faire machine arrière. On va proposer une alternative qui redonne ce pouvoir d'agir aux soignants. Équilibre, c'est par les infirmiers, pour les infirmiers, avec les infirmiers.
Équilibre, ça repose sur quelques principes. Permettre aux infirmiers d'avoir une approche en soins globale, cibler l'autonomie et puis travailler en équipe. Travailler comme infirmier dans Équilibre, c'est avant tout au travers d'un moyen de simplification qui est le fait de facturer les soins au temps passé face aux patients, va te permettre de retrouver de la sécurité, de la reconnaissance. Si tu investis sur la prévention, tu passes du temps avec les personnes pour leur expliquer leur pathologie, leur montrer comment mieux vivre, eh bien, il y a moins de complications. Qui dit moins de complications, dit moins de besoin d'aller aux urgences ou de passer simplement à l'hôpital. Si on arrive à montrer qu'Équilibre coûte moins cher, permet moins d'hospitalisation, diminue la consommation de traitements, ça va permettre un meilleur état de santé de la population et ça va permettre aussi au système de santé de s'y retrouver sur ses indicateurs et aussi sur son économie. Et le patient, forcément, il est heureux aussi. Et comme il se sent considéré comme un être humain et plus forcément comme une pathologie, voire même, je cite, un organe, c'est des patients qui ont formulé ça. Et tout ça, ça fait que les patients vont se sentir dans une sensation de bien-être qui est plus vertueux aussi, en tant qu'être humain tout d'abord. Qu'est-ce qui nous a amené à créer Équilibre? C'est parti d'une conviction de nous, les cofondateurs de Soignants Humains, de se dire on va transformer le système de santé. Moi, j'ai pu voir aussi au fur et à mesure des années de ma carrière en tant qu'infirmière sur le terrain auprès des patients, que ce métier, les conditions en tout cas de travail de mon métier et aussi de ceux de mes collègues se dégradaient. Équilibre nous a permis de prendre le temps chez les patients et leurs familles et en fait de rendre visible l'invisible. Tout ce qu'on fait autour du patient, tout ce qui n'est pas comptabilisé, tout ce qui n'est pas rémunéré, tout ça, Équilibre m'a permis de le faire. Aujourd'hui, je ne pourrais pas revenir en arrière parce que ça a aussi des conséquences sur nos prises en charge et ça nous ouvre des portes qui sont tellement belles en fait. Et ça transforme aussi nos relations avec les autres. Ce qui est absolument merveilleux, c'est que en le faisant dans ce sens-là, on se rend compte que c'est aussi le plus efficace. La bonne nouvelle, c'est que le plus humain, c'est aussi le plus efficace durablement. Et dans cet ordre-là. Alors oui. Voilà, en fait, pour Équilibre. Dans tout, l'humain est le plus durable. Oui, dans tout, l'humain est le plus durable. Nos piliers dans Équilibre, ça n'a pas été de dire juste on veut un changement et être payé au temps passé, ça c'est qu'un moyen. Nos 3 piliers, c'était de dire revenir à l'approche humaine, revenir à l'approche holistique et à la vraie question qui est quel est le réel besoin du patient. Pas juste ce qui est inscrit sur l'ordonnance ou la prescription, et quel est son vrai besoin dans le chemin pour sa santé. Le deuxième pilier, c'était de cibler cette autonomie, ce maintien ou ce redéveloppement d'autonomie. Et puis le troisième pilier, c'est que pour qu'un soignant perdure et soit heureux dans son métier, il ne faut pas qu'il se sente seul, il ne faut pas qu'il se sente en insécurité, il faut qu'il puisse faire son métier avec l'entièreté de ce qu'il comprend. L'entièreté, c'était cette approche holistique, redonner de l'importance au temps passé. Mais il y a un pilier qui aide beaucoup les soignants à pouvoir perdurer, c'est le fait de se sentir soutenu. Et donc on a inclus dans Équilibre toute l'approche d'auto-organisation et d'accompagnement au travail en équipe. Alors, moi qui ai été formateur, on a des étudiants de médecine dans la salle, je sais, et puis on a des professionnels de santé. Vous me direz quand est-ce que dans votre parcours de soins, enfin de soignant, dans votre parcours de formation, on vous a expliqué ce que ça allait vouloir dire de travailler en équipe. Quand est-ce qu'on vous a expliqué qu'être empathique avec l'autre, ça veut déjà dire de se connaître soi et d'être déjà empathique avec soi-même. Et ça, dans Équilibre, on aide les soignants, on aide les infirmiers et les infirmières à pouvoir retrouver ça. Et ça produit des beaux résultats. Parce que du coup, Équilibre, c'était une expérimentation, donc il y a eu de la mesure qualitative et quantitative. La mesure qualitative, elle a montré qu'en fait, on a des professionnels qui ont retrouvé du sens à leur travail, qui ont retrouvé de la qualité de vie, ça a été mesuré. Ça montre aussi, comme c'est mis là, que du coup, ça leur permet de retrouver de la focalisation sur la pratique, le sens du métier, de se sentir reconnus et encouragés aussi à développer d'autres compétences, par des diplômes universitaires, par des spécialisations. Et puis ça montre une chose, c'est qu'Équilibre, on pourrait dire « Ah mais c'est monoprofessionnel ». Oui, mais en fait, à l'heure de l'exercice en coordination, en fait, quand vous avez un infirmier qui sait qu'il va aussi être reconnu pour la coordination, qui est préoccupé par le chemin en santé du patient, il va se poser des questions sur ce chemin. Est-ce que le patient, son aidant, comprend bien le chemin qu'il doit prendre dans cette maille que représente du coup la santé en France? Et l'infirmier va pouvoir se positionner en termes de finalement coordinateur aussi dans l'approche.
On a mesuré la qualité de vie au travail, elle est passée de l'ancien exercice de 5,8 en fait à 9,1 sur 10. Et puis sur le sentiment de pénibilité, donc plus c'est bas, plus c'est mauvais, elle était à 5,7 sur 10. C'était leur sentiment de ne pas pouvoir perdurer. Aujourd'hui, on est quasiment à 8 sur 10, c'est-à-dire un sentiment de pouvoir continuer et poursuivre ce métier. Et puis pour les patients, tu veux expliquer un peu ou je continue? Si tu veux, vas-y. En fait, pour les patients, on a pu interroger nous-mêmes au niveau de l'association un certain nombre de patients de manière anonyme par des courriers, puis l'évaluateur a quasiment refait la même enquête. Ce qui est constaté, c'est une amélioration et une garantie d'un accès aux soins de qualité et du parcours de soins, notamment parce qu'en fait, vous n'êtes plus identifié par une valeur, entre guillemets, financière de ce que vous représentez par rapport à l'acte, mais vous êtes vu pour la valeur déjà humaine en fait, de la personne que vous êtes et de l'entièreté que vous êtes. Il y a une amélioration de l'état de santé en termes d'autonomie, de prévention, et puis une amélioration de la qualité de vie. On a mesuré, nous, le Net Promoter Score, donc c'est le sentiment de satisfaction associé au sentiment à la recommandation qu'on ferait les professionnels de santé, c'est un score international. Généralement, dans le contexte hospitalier, si on tourne en fait à 40%, on est déjà content, nous on est arrivé à 87%. Et puis, du coup, on a eu des notations avec des moyennes qui sont supérieures à 9 sur 10 finalement, voire même 9,5 sur 10 de satisfaction de l'accompagnement, de satisfaction du pouvoir d'agir retrouvé. Et puis, Claire en parlait, il y a le rapport qui est sorti. Alors, vous avez presque la primeur parce que depuis hier, oui, il est disponible en accès libre sur le site du ministère de la Santé. Ça vient juste d'être mis. En fait, Équilibre, du coup, c'était une expérimentation article 51. On terminera en expliquant, je donnerai la parole à Christelle, à la bascule qu'on a eue le 27 décembre. Mais on a ce rapport final qui était établi et qui est sorti. Ce rapport, il retrouve la note de 9,5 sur 10 de satisfaction des patients et des aidants. On a les notes de qualité de vie au travail que je vous donnais. Et surtout, ce rapport, il a mesuré quantitativement, en fait, qu'est-ce que provoque Équilibre sur la consommation de soins, sur le passage en hospitalisation, sur la sollicitation des autres professionnels de santé. En fait, il y a eu un comparatif fait par l'évaluateur entre le groupe des patients d'Équilibre versus un groupe témoin qui correspondait à 3 fois le nombre des patients d'Équilibre et qui correspondait à des infirmiers libéraux qui travaillent en système classique. Ces patients étaient suivis donc par ces infirmiers en système de nomenclature d'actes. Et ils ont comparé la consommation, le coût, les données qu'on appelle données CNDS, les données de l'assurance maladie, des patients suivis Équilibre versus des patients proches dans leur profil de santé, mais suivis sur le plan classique. En fait, ce qu'on retrouve, c'est 25% d'économies réalisées. Un patient qui est suivi par Équilibre, un patient coûte en moyenne 1 600 à 1 700 € moins cher à l'assurance maladie par année. Et si vous allez sur certains vecteurs, parce que ça c'est en général, ils ont étudié par pathologie, vous prenez par exemple dans le cadre de l'oncologie, donc de la cancérologie, un patient, on économise 5 000 à 6 000 € par an quand il est suivi avec ces approches-là. Et ce n'est pas du tout une critique de ce que peuvent faire les autres infirmiers, c'est vraiment une preuve factuelle que redonner du temps, très robuste, oui, le processus est très scientifique, il est validé. Redonner du temps, c'est pas perdre de l'argent. On pourrait le croire parce qu'au départ on va se dire oui, mais ils vont prendre plus de temps. Oui, au départ ça coûte un peu plus cher. Dans le premier temps de connexion avec la personne, les premiers jours, le temps où on lui donne cette autonomie. Et en fait, ce qu'on observe après, c'est que la courbe de rapport au temps et de coût, en fait, elle diminue, soit elle se stabilise, soit elle s'annule parce qu'on a complètement redonné ce pouvoir d'agir aux personnes accompagnées et soignées. Et en fait, ce qu'a montré ce rapport, c'est qu'aussi passer par une organisation tierce comme Soignons Humains, finalement, quand l'assurance maladie et le ministère ont investi 1 € dans Soignons Humains comme organisation tierce de support et d'accompagnement, en fait, ils ont économisé 20 € pour chaque euro mis. Donc 400 000 € investis égale 9 millions d'économies. Ouais. Pas mal. Donc c'est ce que montre le rapport, sur 1 an étudié des patients, 9 millions € économisés pour 400 000 donnés à la structure d'accompagnement. Et puis ça retrouve ce que je vous disais avant, une meilleure coordination des parcours de soins dans les territoires, une amélioration de l'accès aux soins. Et puis surtout le rapport a montré que cette approche-là, à l'échelle de ce qui est fait dans d'autres pays européens comme la Hollande, à l'échelle de ce que ça a prouvé sur 3 régions, 160 à 180 infirmiers, plus de 25 000 patients soignés, et bien qu'en fait probablement
cette façon de travailler, elle est opérationnelle au vu de ce que ça montre, elle est reproductible et le dispositif expérimental doit prêter à des scénarios qui s'inscrivent dans une extension et une pérennité pour l'assurance maladie. Et ça, c'est du coup la phase où on se situe maintenant, en fait. Je te laisse conclure avec ça. Allez, ma voix a l'air de tenir un petit peu, donc ça va. Donc déjà, on est très heureux de ça, hein, parce qu'en plus, voilà, on a pas mal échangé avec Claire et l'équipe aussi, et puis du coup, on n'est pas peu fiers déjà d'en être arrivé là. Donc on a eu plutôt un beau cadeau de Noël, et surtout, on avait surtout envie de mettre ce beau cadeau au sapin des infirmiers pour eux, parce que voilà, c'est eux et aussi pour les patients. Donc ça, c'était très chouette. Donc là, où est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Donc on n'est plus en phase d'expérimentation, on est sorti de ça depuis le 4 janvier. Puisque là, on avait été prolongé 2 fois et on était au maximum de ce qu'on pouvait expérimenter. Et puis là, le rapport étant un quali-quanti sorti avec ces beaux résultats. Là, on passe du coup depuis le 4 janvier 2024 dans une phase. Alors, l'article 51, c'est un cadrage assez particulier, donc il y a toute une phase d'expérimentation. Et si l'expérimentation fait ses preuves, ce qui est prévu derrière, c'est que l'expérimentation bascule dans ce qu'ils appellent le SAS. Donc le SAS, voilà, qui peut en théorie, dans le cadrage du 51, durer entre 12 et 18 mois maximum. Donc nous, on a d'office eu, la parution a été faite pour 18 mois d'office pour équilibre. Et en fait, ce SAS, donc maintenant, ils ont même renommé cette période où là, on est clairement dans une période d'innovation. Alors le terme est un petit peu long, mais je crois que Mathieu, il l'avait noté là et je vous laisse le lire. Donc on est dans une période d'innovation pour 18 mois maximum, ça veut dire que si on arrive à faire plus vite, peut-être que ça ne durera pas 18 mois, mais que, je dirais, à conditions équivalentes ISO à ce qu'on a vécu pendant l'expérimentation, eh bien nous allons continuer de construire la pérennisation d'équilibre, puisque ce qui est écrit aussi dans le cadrage de l'article 51, c'est que si une expérimentation passe dans le SAS, c'est une sortie dans le droit commun derrière. Donc maintenant, équilibre, vous l'aurez compris, on ne s'intéresse pas à un sujet, donc c'est un petit peu plus complexe, il y a beaucoup de sujets à traiter, raison probablement pour laquelle on a obtenu ce SAS pour 18 mois. Donc on travaille beaucoup aujourd'hui avec les services de la CNAM, de l'assurance maladie, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a comme ça aussi des croyances qu'on appelle nous limitantes, mais où par exemple pour certaines personnes à la CNAM, il est inimaginable. On appelle ça un biais cognitif, mais prendre le temps, c'est impossible pour eux que ça coûte moins cher. C'est impossible. Donc là, on a créé une belle relation de confiance avec tous les interlocuteurs du ministère de la CNAM pendant 4 ans, et ça c'est très chouette aussi. Maintenant, on commence à côtoyer des services avec lesquels on n'a pas travaillé, donc on recommence la relation de confiance à zéro. Voilà, donc il y a du travail, on vit aussi des belles choses. C'est pas impossible, probablement qu'il va falloir du temps, mais du coup on est en train de construire tout ça. Et ce qu'on a obtenu, parce que voilà, on avait à cœur aussi de garder une dynamique dans le projet, parce que voilà, on a aussi une liste d'attente de plus de 600 infirmiers qui attendent à la porte pour travailler comme ça et pouvoir intégrer la modalité. Sauf qu'on ne peut pas intégrer tous ces infirmiers aujourd'hui du jour au lendemain, parce que nous aussi, il faut qu'on puisse faire les choses correctement, humainement aussi avec eux, comme on l'a fait depuis le départ. Et quand on a obtenu, on avait proposé plusieurs scénarios, notamment même aussi celui de pouvoir peut-être ouvrir à 1 ou 2 nouvelles régions le temps de ce SAS. Et finalement, on a obtenu, c'est mieux que rien, bon, c'est pas ce qu'on aurait espéré, mais de pouvoir proposer à 8 nouveaux cabinets. Donc cabinet, ça ne veut pas dire qu'il y a un nombre d'infirmiers précis, mais de pouvoir venir rentrer dans cette nouvelle phase sur les 3 régions existantes. Donc pour l'instant, voilà où on en est. Et puis c'est bien déjà. Juste pour conclure peut-être et rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, nous on travaille beaucoup sur quelque chose qui semble évident, mais le concept du temps, il est central en fait dans les soins. C'est un concept, d'abord on voit bien les infirmiers dans le projet, il a fallu un temps aussi pour eux de déconstruire tout ce qu'ils avaient, je dirais, en mode nomenclature, pour enfin s'autoriser à voir que le champ de fleurs, il était magnifique et qu'ils avaient vraiment le droit de faire tout ça, en fait, en lien avec leur décret de compétence, bien sûr. Et aussi, vous parliez du soin relationnel. Pour les soignants, et moi-même, quand j'étais encore il y a peu sur le terrain, je pense qu'on ne s'autorise pas vraiment à imaginer que la relation, c'est du vrai soin, en fait.
Les métiers du soin, on est dans le faire. Et quand on ne fait pas, on a l'impression qu'on ne fait rien. Et nous, on travaille beaucoup le concept de « je fais rien », hein Mathieu, avec les infirmiers, qu'on suit sur le terrain, et qui nous dit bah, « tiens, qu'est-ce que tu vas faire là ?»« Oh bah là, je fais rien. » Ah bon? Bah ne m'en dis pas plus, moi je suis vraiment pressée de voir qu'est-ce que ça veut dire « je fais rien ». Puis ce qui est intéressant avec le rapport, c'est ce qui conclut aussi, c'est l'avis du comité technique des articles 51, et comme on est dans une institution, l'hôpital public, ce qui a été conclu par le comité technique des articles 51, c'était de dire que probablement, en tout cas, l'inspiration équilibre et les résultats de ce rapport doivent servir aussi à la transformation du système de santé dans ses autres dimensions au niveau des institutions sanitaires et médico-sociales. Et on a un encourageant aussi, puisqu'on a l'occasion là, de dialoguer avec la Hollande, avec leurs assurances de santé. Et en fait, on a constaté que ça a pris du temps, mais il y a 6 ans, donc sur 2006-2024, ça fait quand même pas mal d'années. Ça fait, on est sur plus de 17 ans du coup. Et en fait, il y a 6 ans, du coup, les assurances de santé ont commencé à vivre une transformation aux Pays-Bas. Aujourd'hui, elles ne réfléchissent plus à la question en fait d'un coût du soin. Elles ne réfléchissent plus à juste des indicateurs qualité, elles réfléchissent à cette réflexion de quel est le bon soin juste et approprié pour les patients. Et ils ont réussi en fait, au bout d'un certain nombre d'années, à faire que les financeurs soient aussi finalement dans cet axe-là de réflexion. Voilà. Vraiment, moi je tenais à vous dire que je suis particulièrement touchée de cette cohérence, de cette proximité que vous savez que nous avons, parce qu'on a vraiment l'impression, c'est ce qu'on essaye d'écrire, de dire depuis des années, voilà, avec soigner l'humain, le souci c'était manifeste pour un juste soin au juste coût. C'est notre expérience au quotidien dans les passes, c'est que ce temps passé, il est extrêmement utile et pertinent et efficient, et en effet, nous on se heurte, on n'a pas réussi à montrer, et pourtant en effet on est dans cette vision-là, qu'un petit peu de temps passé, ça va éviter d'en perdre derrière, qu'un petit investissement en ambulatoire va permettre d'éviter des dépenses en hospitalisation. Il y a quelque part comme une évidence, et c'est tellement évident qu'on n'arrive pas à le prouver, et du coup, bravo d'avoir réussi. Mais comme ça, on va suivre aussi ce mouvement, on va s'associer à ce mouvement, parce que, voilà, finalement, en réalité, c'est plein de petites, des petites rivières qui vont faire un grand fleuve. Exactement. Et voilà, écoutez, en attendant, voilà, c'est particulièrement vraiment important pour nous aussi, voilà, de se dire, finalement, on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense à avoir cette vision des choses. Et je vais laisser la parole, mais à mon constat, c'est quand j'entends les plus jeunes, les étudiants en médecine, les étudiants en soins infirmiers, les personnes, en effet, tout le monde dit, moi, je venais faire ce métier, je cherchais ça, et ce qu'on nous a imposé à faire, c'est pas ça. On perd le sens, on n'est plus. Et laissons-nous faire, et si on laisse faire, je rejoins complètement mon constat, si on laisse faire les personnes, personne, tout le monde veut. Les choses de pas. La tendance naturelle, c'est de faire bien les choses. Alors. Je dis qu'appareil, plus. Oui, j'ai été réellement très passionné par les deux exposés, mais je me disais, en vous écoutant, que effectivement, ce que vous faites, ça représente beaucoup la pratique de Claire, auquel j'ai participé pendant un temps. Je suis trop vénérable, je ne participe pas à grand-chose, mais Claire, me semble-t-il, reste au niveau des intuitions, quand elle voit des gens racontant des choses comme celle-là, se heurte à ce que vous dites, le biais cognitif sur, non, c'est pas possible, quand on a du temps et l'évaluation, on fasse de l'économie. Donc, ce qui me paraît, enfin, ce qu'il faudrait qu'on s'approprie dans l'humain au cœur du soin, c'est comment vous avez fait, par qui vous avez été aidé pour avoir des outils qui parlent aux décideurs actuels. C'est-à-dire, c'est ça qui est, on parle beaucoup de la ruse du vice et des choses comme cela.
tout en étant des soignants, enfin ce que vous avez dit, je ne vais pas recommencer, du sens, du temps, de la relation, ces choses-là, vous avez trouvé un langage qui peut être audible par M. Sécurité sociale, M. Machin, le ministère, et ça c'est très fort. Voilà, et je pense que c'est un des trucs, à mon avis, un des points clés qui sera utile pour l'humain au cœur du soin ou la base de l'hôpital Saint-Louis, mais au-delà, je veux dire, pour franchir cette fameuse étape dont vous parlez de l'expérimentation. Donc, un petit, donnez-moi très brièvement la façon dont vous avez avancé dans ce truc-là, d'obtenir une évaluation qui ne soit pas quantitative à la con. Ouais. Une évaluation justement performante et pertinente. Ben, moi, ce qui me vient tout de suite, et puis après, je pense que Mathieu, il a aussi sûrement des choses à dire, mais ben, je pense qu'en fait, ce qui nous a guidés, ce qui nous guide toujours, et ce qui est vraiment, là, pour le coup, on a voilà, on est Buurtzorg France, on est partenaire officiel, on travaille beaucoup avec nos homologues hollandais, et ce qui nous guide vraiment dans tout ce qu'on fait, parce que nous aussi, hein, pauvres êtres humains que nous sommes, j'ai envie de dire, nous aussi, parfois, on repart dans des délires à refaire le monde, là, en se disant, non, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui nous dirait, Ignos, là? C'est pas de la simplicité, ça. Et rappelons-nous que ce qu'on a voulu réinjecter, remettre au cœur aussi, en dehors de l'être humain, qui a été quand même assez malmené et balayé dans tout ça, c'est la simplicité. Et en fait, moi, ce qui me vient vraiment quand j'écoute votre question, c'est que dans tout ce qu'on mène et dans les relations qu'on essaye d'avoir à tendre vers, on aime bien dire, hein, c'est qu'on essaye vraiment d'abord d'être qui on est, de rester qui on est, quel que soit le niveau d'interlocuteur qu'on a en face de soi. Hein, voilà, on est allé à l'Élysée aussi, alors on était très fiers, hein, on fait des belles photos, et puis on se disait que nos petits-enfants, ils seraient sûrement très heureux de voir ça un jour. Mais en même temps que ce soit, je dirais, le conseiller santé de M. Macron ou n'importe qui d'autre, on va lui parler exactement de la même manière. Et puis surtout, je pense qu'on incarne aussi nos valeurs. Et je pense que, enfin, Guillaume, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, que vous avez vu dans la vidéo, dit souvent « on crée ce qu'on croit ». Et c'est vrai. Je pense que dans la manière aussi d'interagir avec n'importe quel interlocuteur, l'humain, la simplicité, aussi, évidemment, on a aussi pas mal de lectures, et puis on a aussi, voilà, on base aussi nos réflexions sur des ouvrages, en tout cas nous, qui nous inspirent beaucoup. On respecte aussi les personnes qu'on a en face de nous, parce que si on prend la CNAM, évidemment, alors nous, on réinstaure le paradigme de la confiance dans Équilibre. Hein. Confiance des infirmiers envers le système et du système envers les infirmiers. On part de loin, hein, quand on a un système hyper contrôlant à la CNAM, et là actuellement on est au cœur du sujet. Hein. On travaille donc, pour ne pas les citer, avec les services précisément du contrôle, des fraudes. Et quand nous on arrive avec notre authenticité, notre simplicité, notre humanité, notre maîtrise du sujet aussi, avec des références solides, soit, et que on arrive avec tout ça en disant que nous on veut réinstaurer le paradigme de la confiance, bah, vous avez quand même des gens en face de vous qui vous disent bah, ok, j'entends, mais moi je vais vous raconter ma réalité quotidienne. Les infirmiers font partie de ces, voilà, c'est une des professions qui fraude le plus en France. Voilà ce qu'on me répond, ce qu'on nous répond. Bon, bah, j'ai mon intestin qui se tord dans tous les sens, hein, parce qu'évidemment c'est croustillant d'avoir envie de répondre à ça. Mais en même temps, je pense qu'on fait avec chaque interlocuteur, comme on fait avec un patient, comme on essaye de le faire humblement avec n'importe quel être humain, parce que finalement, on se rend compte que ils ne connaissent pas notre réalité de terrain, nous ne connaissons pas la leur. Et comme tu le disais très bien, Mathieu, enfin ça aussi, c'est la qualité de la relation, c'est vraiment ce qui prime dans toutes les relations qu'on a. Et c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de créer la rencontre. Et on se rend compte à nouveau que ça marche, hein, parce que peut-être tu peux aussi dire, Mathieu, mais on a eu des tas de réunions parce là on a commencé en mode projet à travailler avec ces services de la CNAM pour préparer la suite. Bah, on part de loin et il a fallu quelques réunions pour sentir un espèce de déclenchement de « waouh, ça y est, oh, il y a comme un fil qui s'est tissé là ». Il y a encore beaucoup de travail, mais il y a quand même un fil qu'on n'avait jamais perçu avant. Je pense qu'on essaye de faire aussi une chose, la question qu'on s'est posée pour un patient de dire quel est son besoin.
Mais en fait, on pose la même question et on ne lâche pas cette question face à des financeurs, face aux décideurs. Quand ils nous demandent quelque chose, c'est de dire quel est votre besoin là, et d'avoir la réalité du vrai besoin. Parce qu'il y a des moments où ils vont vous dire c'est super équipe, ça a marché. Bon, maintenant, en fait, c'était une expérimentation, comment on réinscrit ça pour qu'on revienne à la codification à l'acte avec équilibre? Non. Non, on ne va pas faire ça. Bon, en tout cas, vous ne le ferez pas avec nous, c'est pas ça qu'on va faire. Et en fait, finalement, derrière, il y a plein de peurs, il y a plein de changements. Donc, il faut garder ses convictions. Il faut arriver avec, des notions de résultats. Le choix du qualitatif-quantitatif, ça, c'est une belle chose, c'est que dans l'article 51, c'est une notion de base, en fait. Toutes les évaluations sont mixtes. Et donc ça, je pense que c'est une intelligence de ceux qui ont construit l'article 51, ça a été de mettre ça dès l'initial, comme une ouverture. Et puis après, en fait, on base aussi nos travaux sur les notions, en fait, de ces principes des équipes auto-organisées, de l'efficience qu'elles ont. Vous avez une prix Nobel de la paix, prix Nobel d'économie, excusez-moi, qui s'appelle Elinor Ostrom et qui a travaillé sur des communautés en fait de travail qui s'autorégulent et de l'efficience que ça a à la fois sur le coût, l'économie. Donc il y a des travaux officiels qui existent aussi sur ces approches-là. On a un chercheur australien qui a travaillé aussi sur tous les pays nord-américains qui s'appelle John Braithwaite. Vous avez des écrits de cette personne qui démontrent qu'en fait, à un moment donné, le principe de travailler sur du descendant et du contrôlant, ce n'est pas ce qui produit l'efficience et la qualité. Et qu'en fait, pour produire l'efficience et la qualité à tout point de vue, en fait, il faut repartir de ce que disait Claire là. Quand on laisse une personne faire son métier et ce pourquoi il a été formé avec les cadres qui lui permettent de l'exercer pleinement, eh bien, dans la majorité des cas, à 95%, la personne fait réellement son métier et avec une très grande efficience. Et pas que dans le domaine du soin. On ne pourra pas empêcher qu'il y ait toujours des fraudeurs, tout ça, mais est-ce qu'on construit un système qui se concentre sur la fraude ou est-ce qu'on construit un système qui se concentre sur les besoins réels et sur ce qui va permettre aux personnes de pouvoir travailler avec leur motivation intrinsèque et de déjà s'autoréguler dans sa propre responsabilité, puis de s'autoréguler au sein d'une équipe déjà entre eux. Ça, John Braithwaite, en fait, il l'a montré. Il a démontré qu'en fait, on arrivait à de meilleurs résultats quand on commence à refaire appel à la responsabilité. Nous, on aime bien dire que, du coup, dans Équilibre, la confiance n'est pas dénuée de l'exigence et de la responsabilité. Non, pas du tout. En Hollande, ils sont plus cash, c'est haute confiance, haute pénalité. C'est-à-dire, on vous donne une très grande confiance et un grand cadre de confiance, mais il y a de la redevabilité derrière. Nous, on préfère dire haute confiance, faible tolérance, un peu plus doux, parce qu'on est latin. Voilà. Alors moi, j'ai une question qui va un petit peu dans le même sens que la question précédente, et puis j'en ai encore aussi à Madame Merci, parce que c'est un travail vertueux, exceptionnel. C'est des résultats qui, voilà, en tant qu'oncologue, c'est assez, à un moment avant, c'était du rêve. C'est ce qu'on espère pour tous nos patients, c'est prendre du temps avec eux et pouvoir faire des choses en les prenant de manière globale, donc la prise en charge holistique, et concrétiser un petit peu tout ce qu'on a espéré. Donc ma première question, c'est vos rapports, le fait que vous ayez pu monter ça et faire ce genre de projet en France, est-ce que c'était aussi grâce au soutien de la structure Bergsorg en Hollande? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est Soignons le soin, c'est une espèce de franchise, mais c'est pas péjoratif, hein, c'est un lien européen dont on a besoin aussi de s'inspirer des choses qui ont fonctionné ailleurs, donc c'est très bien. Et peut-être que vous avez saisi aussi cette occasion-là de faire ce qui n'existe pas en France en vous inspirant, et au-delà de s'inspirer, c'est créer du Bergsorg en France. Donc est-ce qu'il y a un lien de filiation, entre guillemets? Et est-ce que c'est des choses qu'on voit qui a nos expériences en France? Parce que là, c'est le domaine médical, mais il y a peut-être des expériences sur d'autres choses ou sur d'autres corps de métier dans le soin. Aujourd'hui, vous avez pas mal, par exemple, de structures d'aide à domicile.
Vous avez le collectif L'Humain d'abord, c'est un autre collectif avec de l'humain dedans. Le collectif L'Humain d'abord, il y a Lidvine Vaillant qui en est représentante, qui est dans son bureau. Si vous voulez aller la voir après. En fait, le collectif L'Humain d'abord, il a repris cette inspiration des équipes auto-organisées, mais pour le décliner plutôt sur un contexte qui mixe finalement le soin, mais surtout aussi le social, créer en fait et permettre à des équipes d'auxiliaires de vie, d'aide ménagère, de pouvoir fonctionner en équipe auto-organisée dans un secteur qui était miné par l'absentéisme, la non-reconnaissance, et comment on arrive à créer un système vertueux qui redonne du pouvoir d'agir et de la reconnaissance à des auxiliaires de vie, à des AHS qui sont aujourd'hui indispensables pour le contexte du maintien à domicile et même pour des nouvelles formes finalement aussi, non pas d'institutionnalisation, mais de vivre chez soi. On a aujourd'hui pas mal d'alternatives qui s'ouvrent à tout ce qui est contexte d'EHPAD, de foyers d'accueil médicalisés, plutôt au travers de petites maisons, de petites structures. Et le collectif L'Humain d'abord, en fait, porte l'accompagnement des structures d'aide à domicile qui veulent se transformer. Nous, on voit aussi à l'échelle du social, on a accompagné des structures qui sont beaucoup plus dans le contexte social. Donc il y a toujours du rapport derrière à la santé. On a vu aussi des structures sur le retour à l'emploi. On a accompagné des structures du retour à l'emploi qui réfléchissent à comment travailler l'auto-organisation dans la structure d'accompagnement et après avec les personnes qui sont en retour à l'emploi. Donc ces principes, on les retrouve beaucoup finalement dans l'économie sociale et solidaire. Et l'auto-organisation, ça se mixte aussi. Énormément de boîtes d'informatique aujourd'hui travaillent sur ces modalités-là. Donc on n'est pas sur la tarification à l'heure, etc. Mais on retrouve ces principes-là, en tout cas pour arriver à une efficience dans beaucoup de structures, de possibles. L'échelle européenne, oui, on a bénéficié d'un fonds européen qui nous a aidés même avant Équilibre, qui était un fonds TICC. Aujourd'hui, on est sollicité sur des aspects européens. Il faut savoir que des expérimentations de l'approche de l'auto-organisation en santé, vous en avez en Belgique. Le Danemark a confié un accompagnement de supervision à Buurtzorg, mais en fait, il y a une décision de la Première ministre et du ministre de la Santé de transformer en fait l'accompagnement en santé au Danemark, notamment à domicile, et de le mener sous la forme de l'auto-organisation et d'un soin rémunéré à l'heure et non plus à l'acte. La Suède a fait ça déjà, l'Allemagne a initié des expérimentations, l'Angleterre aussi. Donc vous avez en fait, et puis l'auto-organisation en santé, Buurtzorg pourrait vous le dire, ils ont des expérimentations qui marchent au Brésil. Au niveau mondial. Au niveau mondial, c'est où? C'est Taïwan. En Turquie, oui, il y a aussi le Japon, il y a plein de pays au niveau mondial. C'est une adaptation à chaque pays. Nous, on n'a pas pu faire un copier-coller parce que déjà, on a des infirmiers libéraux beaucoup en France. Là-bas, c'est plus du salariat. Bien sûr, du coup, ce qu'ils ont appris, c'est un appui énorme. Et puis, on sollicite Jos ou ses fils qui ont repris la suite d'ailleurs sur le Buurtzorg, Thijs, qui est le directeur international. Parce qu'en fait, leur pragmatisme et l'expérience qu'ils ont acquis sur plus de 17 ans et finalement l'ancrage profond qu'ils ont en eux, des discours aussi qui permettent de toucher, de convaincre des décideurs, nous, ça nous a permis de nous former et de voir que ça avait aussi fonctionné. Et donc, on se dit aussi aujourd'hui, finalement, leur rapport d'équilibre, tel qu'il est là, ça peut être un appui pour amener d'autres transformations en France. Il y a un élément là qui montre que l'auto-organisation en santé, ça a marché, ça a amené de l'efficience à tout point de vue. Et que c'est aussi tout à fait transposable à l'hôpital. On a été sollicité par un hôpital lillois d'ailleurs, qui réfléchit aussi à mettre en place de l'auto-organisation. À l'échelle d'un service ou de l'hôpital? Là, ils sont eux à l'échelle. Alors, ils le font dans plusieurs services, mais la volonté du directeur, c'est de le faire sur l'hôpital. Et ils ont commencé. L'hôpital de Namur. Et voilà. Hôpital de Namur. Voilà. Ils s'inspirent de Namur en fait. Ouais. Ouais. C'est un hôpital partenaire en fait. Voilà. L'hôpital dont on vous parle s'inspire beaucoup de l'hôpital de Namur d'ailleurs. Ils sont venus nous voir. Le lead management qui fait un peu ça aux médecins et qui développe aussi toutes ces innovations managériales à rechercher comment on va développer les compétences de chacun, les responsabiliser et trouver de l'efficience. Je veux revenir sur les équipes autonomes. Moi, je suis une ancienne industrielle de l'industrie de la santé. Ça fait plus de 20 ans qu'on a développé des équipes autonomes. Donc, il ne faut pas... Et puis, j'ai rencontré un super manager, il n'y a pas si longtemps, un patron d'usine à Angers qui
d'autonomie de 150 salariés, c'est impressionnant. Ça veut dire que c'est aussi du management. Et le management contrôlant de commande, il a ses limites et je pense qu'on en est au bout aujourd'hui parce qu'on est confronté à des jeunes générations qui ne veulent plus tout ça, en tout cas qui ne trouvent plus de sens. Malheureusement, tu nous mettre aussi dans ces systèmes de commande de contrôle, on parle de la HAS, des ARS, etc. Ouais. Bon, le système est comme ça, mais il évolue quand même. Moi, j'avais une question qui revient à la question de Madame et de Monsieur. C'est-à-dire que dans vos soins infirmiers, je crois que les avez 53 € de l'heure. C'est ça, 53,94 €. 54, on peut dire. 54 € de l'heure. C'est peut-être ça qu'il faut démontrer à nos décideurs financiers, c'est-à-dire le temps que nous passons et comment on peut, quelles propositions tarifaires peut-on faire pour que ce soit équilibré et que ce soit aussi valorisant, et que les équipes autonomes, elles évitent, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à mettre en place des espèces de strates hiérarchiques, excusez-moi du terme, mais voilà, celui qui fait la RH, celui qui fait le contrôle de gestion, etc., dans toutes les équipes, et le soignant qui est venu pour son cœur de métier. Je ne suis pas du tout soignante, je suis ingénieure. Donc j'ai baigné plus de 20 ans dans le secteur médico-social, qui est venu pour soigner et prendre soin, il est un peu perdu. Et en même temps, tous ces aspects supports qui coûtent de l'argent, qui vous disent il y a bien faucon, et qui nous donnent des consignes et qui ne sont pas adaptés au terrain. Donc il faut rebasculer ça et se dire si on fait autrement dans nos organisations pour gagner un petit peu les salaires de gestion, le salaire de la RH, et qu'on rediffuse, ou en tout cas qu'on accompagne les équipes de terrain à prendre ce type de responsabilité sans oublier, en mettant le patient ou l'usager au cœur de ces dispositifs-là, c'est là qu'on gagne aussi de l'argent, et de regarder combien on peut proposer à sa tutelle. On a 53 € pour l'infirmier, mais ça veut dire qu'on va aussi gagner du temps et qu'on va être beaucoup plus efficient. Et je pense que c'est ça qu'il faut dire à nos décideurs. Alors après, dans d'autres structures, il y a les médecins, voilà, c'est pas toujours le même coup, c'est pas toujours, voilà, c'est cette discussion-là. Et un dernier truc, nous on est dans un service de soins infirmiers à domicile. Alors c'est encore un autre dispositif de financement, mais les équipes autonomes, on le fait grâce à la directrice depuis des années, quoi. Et aujourd'hui, les équipes, elles travaillent à comment on organise notre temps de travail pour apporter des activités thérapeutiques à l'usager dont il a besoin pour maintenir au maximum cette personne à son Génial. domicile. Voilà. Donc, tout ça, c'est des alternatives. Je pense qu'il n'y a pas un modèle plus qu'un autre. Enfin, me semble-t-il, ce sont des façons de penser, d'organiser et surtout d'avoir envie de le faire. Ouais. Et vous avez raison, je reprendrai quelques points. Alors, Lidwin a écrit un ouvrage très intéressant sur les différentes formes finalement d'approches qui permettent de transformer la santé. Et puis, en fait, vous parliez, alors l'hôpital de Namur, en fait, là, l'hôpital en question, c'est le groupe hospitalier La Cato de Lille, et c'est du coup l'hôpital Saint-Vincent. Son directeur est en partenariat avec Namur, et donc ils font ça à l'échelle de tout l'hôpital. Ils ont voilà, une équipe qui accompagne ça, et il y a des très beaux résultats. Et puis, un exemple, Burzorg, 15 000 infirmiers, 50 personnes au back-office, dont 30 personnes dédiées à l'accompagnement. Dans les 50, il n'y en a que 20 qui sont vraiment dédiés sur les contextes purement administratifs, RH, etc. Vous en avez une trentaine qui sont là en tant que facilitateurs d'équipe. Et ce ne sont pas des yaka faucons. Et ce n'est pas du yaka faucon. Non, parce que l'infirmier fait tout ce qui est lié à son métier. Et tout ce qui sort du métier d'infirmier, c'est le back-office qui gère. Mais comme le disait Mathieu, à une échelle, vous voyez, 15 000 salariés, il y a 50 personnes en tout, dont 30 qui font de l'accompagnement d'équipe, c'est-à-dire les coachs qui accompagnent les équipes. Et je vous recommande aussi le livre de Frédéric Laloux. Alors, je n'ai aucun droit dessus, mais Réinventer les organisations. Prenez la version illustrée, elle est déjà très bien. Et le livre de Frédéric Laloux, Réinventer les organisations, qui parle du coup beaucoup de... Laloux, L-A-L-O-U-X. Venez, Denis, je te
je le donnerai à lecture. Réinventer les organisations. Vous avez voilà, vous avez le gros pavé, puis vous avez la version illustrée qui est très sympa aussi. Mais Frédéric Laloux étudie toutes ces nouvelles façons finalement de s'organiser, qu'on soit dans l'entreprise, dans le soin, pour travailler autrement, de façon efficiente et en gardant ce sens. Alors, moi, j'avais juste une question dans le cadre du déploiement des méthodes, que ce soit en ça ou d'autres méthodes d'autonomie. Est-ce que vous pensez que dans un premier temps, quand il y aura ce déploiement, ça peut coexister, les deux versions peuvent coexister, la version classique versus... ça ne va pas être compliqué en termes de... Eh ben, c'est ce sur quoi aussi on va travailler, parce que, en tout cas, nous, dans Équilibre, ce qui est important, et je pense que je l'avais dit tout à l'heure, c'est important aussi que chaque professionnel puisse choisir la manière dont il a envie de travailler. Parce que ce qu'on peut dire, et je pense, vous en aurez peut-être une petite idée, mais la manière de, enfin voilà, la prise en soin équilibre ne correspond pas non plus à la prise en soin que tous les infirmiers de France ont envie d'avoir. Et c'est respectable. Je veux dire, il n'y a pas de sujet, pas de jugement derrière ça. Ben, à l'hôpital, c'est pareil. Je veux dire, donc là, nous, on n'a jamais dit finalement Équilibre va remplacer le système actuel parce que c'est pas possible. Parce qu'encore une fois, voilà, les infirmiers qui font que du soin technique, ils vont pas se retrouver dans une prise en soin global et holistique du patient. Donc là, oui, nous, on envisage plus volontiers, et de toute façon, c'est vers ça qu'on se dirige, avec le système actuel et le système Équilibre. C'est le nom du projet, je ne sais pas s'il s'appellera encore comme ça, mais en tout cas, il y aura les deux systèmes qui vont cohabiter. Du coup, la question, c'est comment on continue aussi à construire la pérennisation pour que ces deux systèmes puissent cohabiter et qu'il y ait aussi une question d'équité entre les deux systèmes. Pardon, juste, si je peux commenter, ça me fait penser à cette idée de découplage, parce qu'en effet, c'est très juste, hein, on ne peut pas passer d'un à l'autre, mais probablement l'enjeu... trouver comment entremêler les deux systèmes, et en effet, il y a peut-être comme ça un gradient entre des activités qui sont beaucoup plus techniques et auquel cas, on va dire même dans les spécialités médicales comme l'ophtalmologie, à la limite on peut aller vers quelque chose de plus à l'acte, mais néanmoins l'humain est toujours important, et des pratiques qui où l'humain est beaucoup plus essentiel comme la géniatrie et les soins palliatifs. Donc de ce point de vue-là, voilà, trouver un juste équilibre, bien sûr, mais voilà, ce découplage avec les activités qui restent plus techniques, qui peuvent toujours être valorisées sur une modalité d'activité. Et en même temps, vraiment, il y a une grande partie de l'humain à une modalité finalement autant passée. Et en même temps, être vigilant aussi à ne pas faire des infirmiers techniciens d'un côté et des infirmiers, enfin ça c'est un cœur de... Moi c'est mon cœur de bataille, hein. Je pense que ça se sent, hein. Parce qu'un infirmier fait tout de A à Z en fait, hein. Si on prend juste le métier d'infirmier. Après évidemment, il y a des spécialités en médecine, etc. Et il y a aussi d'ailleurs des infirmiers qui ont des spécialités, hein. Mais en fait c'est ça aussi l'enjeu, parce que c'est d'ailleurs quelque chose qui... c'était une crainte, c'est même quelque chose qui nous a été relevé, hein. En se disant, tiens, est-ce que les infirmiers équilibrent, ils ne s'adressent pas plus à un type de prise en soin qu'un autre? C'est-à-dire les personnes âgées, ils font que des toilettes, etc. Bah non. Parce que dans Équilibre, il y a aussi de l'acte unique, hein, il y a aussi du soin technique et de l'acte unique. Mais c'est sûr que, voilà, enfin, on en parlait tout à l'heure, dans le système aujourd'hui qui contraint énormément les infirmiers, on a finalement, le système a fait des infirmiers des experts de la codification, mais plus des experts du soin. Et tous les patients n'ont pas la même valeur, puisque pour un infirmier, si on prend la nomenclature et qu'on ramène le prix des soins à l'acte à l'heure, il y a des soins qui sont hyper payés, enfin le ratio il va de 15 € de l'heure à 170 € de l'heure. À votre avis, qu'est-ce qui est payé 15 € de l'heure? Ben, la toilette. Donc on comprend aussi pourquoi il y a une sélection de patients, parce que pour l'infirmier, et c'est tout à fait juste, alors moi j'ai été en libéral pendant 22 ans, bah oui, je me levais le matin, j'avais déjà tout ça à payer mes charges pour faire tourner ma boutique. Bon bah il faut payer tout ça, et puis il y a un enjeu. Donc on n'est pas en sécurité, on se dit oh là, le stress, il faut que je cours d'un patient à un autre parce que sinon je vais pas gagner ma vie. Et puis moi j'ai essayé de travailler en modalité équilibre toute ma carrière, je sais aujourd'hui, parce que le rapport il montre aussi ça, qu'il y a à peine 40% du champ de compétences du rôle propre de l'infirmier qui est reconnu dans la nomenclature, donc ce qui fait qu'on travaille, si on décide de prendre en soin le patient dans sa globalité,
si on vient sur la base de l'ordonnance et de l'acte, ben c'est sûr que tout le reste, on le fait gratuit. Hein. Donc aujourd'hui, dans l'équilibre, tous les patients ont la même valeur. Il n'y a pas besoin de trier. Voilà. Et juste pour répondre à ta question, nous, on a un partenariat officiel avec Buurtzorg, et puis Mathieu a complété aussi avec ce qu'on a connu dans le TICC européen. Et c'est vrai qu'on a cette simplicité d'échange et de proximité d'échange qui permet aussi, parce que eux comme nous, et nous c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui, on n'a jamais été dans la rétention, enfin, avec Lidvine on a aussi travaillé sur d'autres sujets, mais l'intelligence collective et justement le partage, enfin, je veux dire, c'est aussi pour ça qu'on est là, parce que des initiatives, tu le disais bien Claire, je ne sais plus où tu es tout à l'heure, là, voilà, mais voilà, enfin, ici, l'hôpital Saint-Louis, visitation là-bas, soignants humains là-bas, et puis il y a encore certainement tellement plein de gens, voilà. Nous, on a des infirmières tahitiennes qui veulent créer soignants humains à Tahiti. Donc évidemment, moi j'ai dit qu'il fallait absolument que j'aille là-bas voir comment ça se passe, hein. C'est très important. Avec Mathieu, on a dit là, il faut vraiment se rendre compte de ce que vivent les infirmiers. Mais voilà, donc il y a une petite pousse de soignants humains qui est dans les îles là-bas. Vous voyez? Donc, rassemblons nos forces vives en fait. J'ai bien compris qu'il ne faut surtout pas baser un système ou une réflexion sur la fraude ou les choses comme ça. Malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de dire que le système, quand même, suppose un assez haut degré de vertu globale de chacun des participants. Et la question, c'est pas possible que vous n'ayez pas quand même des personnalités difficiles, comme on dit entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui juste là. Comment vous faites pour... Voilà. Alors ça, c'est un des grands principes de l'auto-organisation. Comme le dirait Christelle, ou Roland dit dire autrement, mais l'auto-organisation, c'est un accord MMA. Oui, moi je dis toujours ça. Et c'est pas le monde des bisounours non plus. Oui, c'est très exigeant. C'est très exigeant. C'est très exigeant l'auto-organisation, c'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir le cadre que vous mettez. Nous, tous les infirmiers s'engagent sur une charte et en fait, il y a un engagement très précis de ce qui est leur liberté dans l'exercice et de ce qui est le cadre de redevabilité. C'est ça qu'il faut réfléchir. Et à Buurtzorg, c'est très clair, il y a un cadre de redevabilité très précis. Et dans Équilibre, il est très présent. Je sais qu'à un moment donné, il y a une infirmière qui n'a pas souhaité continuer parce que le cadre de redevabilité ne lui convenait pas. Le cabinet est resté parce que c'était une des infirmières de l'équipe. Mais l'infirmière a fait le choix de quitter en disant « je ne veux pas avoir ce degré de redevabilité et de responsabilité ». Donc c'est pour ça aussi que dans faire conjuguer les deux systèmes, moi je pense que pourquoi pas qu'il y ait des infirmiers de nomenclature et des infirmiers dans une approche équilibre, mais il y a un engagement sur la valeur et sur la redevabilité et sur le cadre. Et c'est très important de réfléchir à ce cadre, de faire qu'il soit suffisamment large pour que la personne puisse jouer pleinement son jeu. Mais un peu comme sur un terrain de foot, hein, qu'est-ce qui va faire qu'il y aura le carton jaune ou le carton rouge? C'est la sortie du règlement du jeu. Avec mon esprit mal tourné, vos clips, ils ont un petit côté bisounours quand même. Ils ont un petit côté, oh c'est merveilleux, on s'aime tous, et quand on est autonome, on ne peut être que vertueux et efficace. Peut-être que mettre un tout petit ingrédient, que le cadre est important, parce que sinon, nous sommes des êtres humains avec nos failles et nos machins, pourrait ne pas... y compris dans cette idée de passer de l'expérimentation à c'est faisable par la vraie vie. Et ça, vous pouvez aller lire sur Braithwaite, justement, je pense que vous avez pris les notes, mais Braithwaite le définit très bien. C'est-à-dire il y a d'abord la régulation personnelle, il y a la régulation d'équipe, il y a la régulation inter-équipe par les pairs, PAIR, et ensuite il y a quel est l'organe tierce qui facilite un premier niveau d'autorégulation et de régulation. Ça, c'est le rôle de soignant humain dans Équilibre. Et puis après, qui a en fait le gros fusil bienveillant? Il l'appelle comme ça. Il l'appelle comme ça. Qui a le gros fusil bienveillant? Voilà. Et donc, cette approche du gros fusil bienveillant, pour nous, c'est le rôle de la CNAM. C'est le rôle des assurances financières et qui, en fait, payent les soins aux Pays-Bas. Donc, tous les ans, par exemple, aux Pays-Bas, vous avez de l'audit. Vous n'avez pas du contrôle, vous avez de l'audit. C'est déjà à dire, en fait, n'importe quelle équipe de soins à domicile peut être piochée au sort et vivra une journée d'audit. Mais au lieu d'aller dans les bureaux du financeur, c'est le financeur qui vient sur le terrain et qui vient voir le dossier avec les infirmiers, qui vient voir les dossiers audités. Et Buurtzorg, par exemple, a dit, une année, en fait, ils se sont retrouvés où les évaluations dans le logiciel et le Home Assistant manquaient de précision.
Bon, bah, là-dessus, Jos a repris sa plume, a repris sa voix et on a remis le cadre nécessaire, et puis il n'y a plus de problème. Et ça dépend vraiment du principe dans lequel aussi on se situe. Est-ce qu'en fait on va aller à la recherche du contrôle, de la fraude, c'est ça qu'on cible, ou est-ce qu'en fait on met en place les principes qui permettent d'établir cette confiance, comme on l'a dit en fait, ce pouvoir d'agir, et là derrière est bien marqué quelles sont les conséquences si je sors du cadre. Ouais. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, et c'est très important, et d'ailleurs c'est inspirant pour nous, et on a vraiment envie de continuer à garder ça pour la suite, c'est que tous les infirmiers qui ont décidé d'expérimenter, ils l'ont fait sur la base du volontariat. Et là, évidemment, alors nous aussi on teste, et on adore ça, hein, on teste, si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, ben, on recommence, on fait autre chose, et on s'amuse beaucoup. Mais on est très sérieux aussi, hein, quand même, mais on aime bien s'amuser. On teste une organisation, nous, au sein de l'association, qu'on appelle une organisation cellulaire. Donc on a voilà, plusieurs cellules qui traitent de sujets, hein. Il y a la cellule direction, la cellule source, la cellule coaching, la cellule formation, la cellule art infirmier. Bon, bah, dans cette cellule notamment, sont en train de réfléchir des infirmiers volontaires dans le projet à construire aussi le parcours d'accueil, d'accompagnement, d'acculturation aussi, de ces futurs infirmiers qui vont agrandir le cercle justement de ces infirmiers équilibre. Parce que du premier coup de fil d'un infirmier, d'abord comment il a eu l'appel, machin truc, c'est important, et puis jusqu'à sa période d'intégration et vitesse de croisière, qu'est-ce qui se passe? Et nous, on a pris notre petit bâton de pèlerin, hein, voilà, avec les petits moyens qu'on avait au début et qui sont toujours d'actualité. Mais on est allé, Mathieu et moi, à la rencontre dans les cabinets infirmiers pour leur parler de ce qu'on avait envie d'initier. Donc on a fait une J0, on appelle ça, c'est-à-dire d'acculturation, le projet repose sur quoi. Aussi cette charte, où dans cette charte, on parle aussi d'engagement, de transparence, de confiance. Hein, et puis après, ben, évidemment, tout ça, c'est accompagné, soutenu aussi par les coachs équipes. Hein, quand l'équipe voilà, a un besoin, elle peut faire appel à un coach pour être soutenue. On a aussi construit un parcours qu'on appelle la Soignons Humains Academy. Alors tout ça, on ne l'avait pas du tout prévu au départ, mais tout ça, ça a émergé des besoins qui ont émergé du terrain des infirmiers. On se disait, tiens, oui, ok, nous, on l'a vécu pour nous-mêmes. Et on se disait que, ok, il semble qu'un infirmier, au plus il se connaît, au plus il peut être bien avec lui-même, c'est-à-dire bien avec les autres. Et du coup, ben, on propose à ces infirmiers de réfléchir aussi sur prendre un temps d'introspection personnelle, mais aussi d'être vraiment outillés sur la méthode orientée solution, sur les principes de l'auto-organisation, sur la notion d'engagement, d'autonomie, de responsabilité, enfin toutes ces choses qu'on redéfinit aussi parce que ça paraît simple et inné, mais ce n'est pas si simple que ça. Et c'est aussi finalement se retrouver autour d'une forme de langage commun, à redéfinir ensemble, qui est super important. Mais du coup, voilà, ce n'est pas du tout la foire à mémé. Et merci, vous avez raison de le préciser parce que c'est fondamental. Alors, on va prendre le dernier. Ouais. Alors, je me permets, je vais commencer, non pas que vous ne m'intéressez pas, et je ne voudrais pas vous paraître désinvolte, mais j'ai un train pour rentrer sur l'île, donc je vais commencer à ranger mes petites affaires et puis m'éclipser tranquillement. Voilà. Et merci à vous, en tout cas, c'était très agréable, trop court, mais voilà. Comme ça, j'écoute en même temps. Oui, donc avant tout, moi je suis interne de médecine générale ou en pro d'internat. Et du coup, je voulais vous remercier pour vos deux présentations parce que je pense que toute notre génération, on est quand même confrontée à l'essoufflement du système de santé, à la difficulté de voir que la tarification à l'acte, ça ne plaît à personne et voilà, la difficulté à retrouver du sens même dans nos pratiques futures et des initiatives comme les vôtres, ça donne de l'espoir en ce sens pour une transformation de nos futures pratiques. Et je voulais appuyer votre propos aussi avec les données récentes qui ont été publiées par l'OMS sur la solitude et sur le lien qu'ils ont fait avec la solitude qui correspondrait à la consommation de 15 cigarettes par jour. Et je me disais que vis-à-vis de l'impact avec les décideurs en financement, tout l'argent qu'on met dans la prévention du tabagisme et l'arrêt du tabagisme, ça pourrait être un axe pertinent pour valoriser votre prise en charge. Tout à fait, c'est un axe qu'on utilise parce qu'en fait, et puis du coup, bah, vous répondez aussi à ça, je pense, avec hésitation. C'est qu'en fait, le premier vecteur d'entrée dans une problématique de santé qui est reconnue sur le plan mondial maintenant, c'est l'isolement en fait, social. Et donc, quand on a voilà, la possibilité de mobiliser le voisinage, les citoyens, la possibilité de mobiliser les premiers professionnels de premier recours auprès du patient, et aujourd'hui, on sait qu'on ne retrouvera pas la démographie médicale qu'on a maintenant, là, qui est déjà pas terrible. Merci aux nouveaux étudiants qui sont là. Mais d'ici 30 ans,
et que ça sera du coup dans 30 ans pas encore ce qu'il faudrait, eh ben, il ne faut pas non plus aller décourager les professions qui sortent plus vite et sur lesquelles on peut s'appuyer. Et il faut retrouver du sens commun en fait. Et du coup, oui, merci, ce type de chiffre, on l'utilise. Et IOS de Bloch l'utilise beaucoup, de dire le premier vecteur, c'est de rompre l'isolement. Et ceux qui peuvent à minima rompre l'isolement, c'est d'abord l'entourage du patient, ou son quartier, les bénévoles, et ce sont ensuite les professionnels de premier recours et de première proximité. Alors, on va devoir clôturer cette conférence passionnante. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci pour votre présence. Et de toutes les manières, on reste ouvert en tant qu'association et les associations représentées ce jour à répondre à des questions, mais par la suite, vous êtes les bienvenus pour adhérer à l'association. Comme a dit Claire au tout début, c'est de ça que vit l'association. C'est votre présence, votre soutien, qu'il soit moral, financier et autre. En tout cas, merci à tous et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.